on est parti. Alors, l'idée, du coup, c'est questions-réponses. J'ai pas mal de questions sur les réseaux. Il y a pas mal de questions qui me sont venues aussi en écoutant l'épisode 19 avec toi, Kevin. Ok. On va peut-être pas, du coup, ici, enfin, se remémorer forcément tout ce que tu as fait parce que c'est dans l'épisode qu'on en parle beaucoup. Mhm. Mais d'ailleurs, ça date de février 2021. Et Ouais. bon, t'avais pas mal décollé, t'avais bien avancé. Je voulais savoir peut-être, en premier temps, si on peut faire peut-être un petit update, tu vois, de ce qui t'est arrivé en fait. Alors peut-être toi en termes En perso, perso, tu perso vois. et pro. Ouais, si Ok. comment évoluer ton parc IMO, tu t'es lancé. Ouais, comment ça s'est développé, si tu t'es lancé sur d'autres aventures, si t'as fait plutôt du Ouais. locatif, plutôt de Bah écoute, l'achat-revente et tout ça, quoi. j'ai été pas mal actif. Après, comme tu sais, dans l'IMO, il y a une certaine inertie. La grande différence, je pense, par rapport à début 2021, c'est que sur 2021 et 2022, je suis vraiment spécialisé maintenant dans l'acquisition de locaux commerciaux. Mhm. Et avec une petite subtilité, c'est que c'est des locaux commerciaux neufs. J'ai acheté, alors je sais plus combien j'en avais à l'époque, mais là j'arrive à une dizaine de locaux commerciaux neufs que j'ai achetés, qui sont soit loués par des supérettes, type G20, City Market, Coxy Market, Franprix et City Market et Diagonal. Tu vois, donc j'en ai une de chaque de ces marques-là. Donc beaucoup avec une franchise qui s'appelle donc une centrale d'achat qui s'appelle Diapar. Donc c'est eux qui regroupent les G20, etc. Donc ça j'en ai vraiment beaucoup fait. Ensuite, j'ai aussi acheté, une fois n'est pas coutume, un appartement dans le neuf. En fait, j'ai fait beaucoup de trucs dans le neuf dernièrement. Mhm. Donc j'ai acheté un appartement dans le neuf à Montreuil, qui sera livré en 2024 ou 2025. Une superbe opportunité. Et voilà, donc j'ai vraiment beaucoup. Et surtout, j'ai acheté, je suis en voie de. Enfin, j'ai la résidence principale, parce qu'effectivement, tout le monde dit que la résidence principale n'est pas un actif. Mais à un moment ou à un autre, il faut l'acheter. Et donc, ça a été aussi un des sujets que j'ai traité depuis notre podcast. Donc ça, c'est d'un point de vue pro. Donc voilà, tu vois, j'arrive maintenant à une quarantaine d'appartements et une dizaine de locaux commerciaux. Donc c'est vraiment super, je suis très content. Et donc l'objectif maintenant, c'est d'accélérer toujours sur la partie locaux commerciaux. Et à terme, je pense que ça deviendra le poste principal de mon parc personnel. J'avais toujours le chiffre fou d'atteindre les 50 millions de patrimoine immo tôt ou tard. Je m'étais fixé comme objectif 2025. C'est un peu ambitieux. Mais écoute, je suis toujours sur ce sujet-là. Et surtout, en termes de pro, bah, écoute, revenu locatif, ça fonctionne extrêmement bien. L'objectif cette année, c'est de réaliser une centaine d'opportunités. On a pas mal recruté l'année dernière. On a surtout formé les équipes que j'avais déjà depuis, ce qui fait que mes acheteurs sont devenus extrêmement performants. Et donc voilà, on a maintenant la capacité de délivrer beaucoup de projets qui fonctionnent bien. Et donc voilà, c'est vraiment très satisfaisant. En plus, on a eu pas mal d'échos grâce justement au podcast, hein, pour être honnête, ce qui nous a beaucoup aidé aussi. Donc vraiment très positif. Mais voilà, donc c'était une belle année 2021 et je pense que 2022 va être encore plus belle. Ouais, t'as pas chômé quoi, ça c'est clair. Je me souviens, tu m'avais dit effectivement pendant l'épisode que tu te lançais un petit peu dans les locaux commerciaux. C'est un truc qui t'a, justement sur cette partie-là, est-ce qu'il y a enfin, ça a été comme tu voulais dans le sens où les avantages que tu y voyais, je pense que c'est plus au niveau passivité, tu racontais en fait, et en Ouais. termes de scaling, ça a été, tu vois, fidèle à tes attentes, t'as pas eu de pépins, comment t'as vu en fait cette avancée là-dedans? Bah, en fait, le sujet, tu vois, c'est que il y a un moment, quand tu multiplies les acquisitions immobilières, la banque va te demander de plus en plus d'apporter des fonds propres. Et donc, tu dois payer les frais de notaire, tu dois faire de l'apport. Le 110%, c'est quasiment fini. Et le 110% pour des investisseurs comme moi, c'est fini depuis très longtemps. Surtout qu'au bout d'un moment, la banque, quand elle analyse ton patrimoine, en fait, elle veut se sécuriser. Et donc, elle commence à checker effectivement qu'est-ce que tu peux mettre en gage, entre guillemets, qu'est-ce que tu apportes aussi dans la corbeille, au-delà des éventuels fonds que tu peux apporter dans le projet. Elle veut checker aussi si jamais à un moment il y a comment dirais-je, un petit problème. Est-ce que si jamais tu revends des produits, est-ce que tu revends des biens immobiliers, est-ce que tu peux sortir du cash? Donc en fait, il y a maintenant ce qu'on appelle, enfin ce qui me check maintenant, typiquement chez moi, c'est toujours mon loan to value. Combien le ratio en pré-valeur, tu vois, combien effectivement de patrimoine j'ai remboursé versus ce que j'ai emprunté. Donc si tu vois par exemple tu as un patrimoine immobilier de 10 millions et qu'il te reste 10 millions à rembourser, typiquement tu as un ratio à 100%.
c'est pas très intéressant. La banque, elle commence à kiffer quand tu effectivement as du 50%. Moi, je suis pas encore à 50% sur toutes mes lignes, mais effectivement, le sujet, il est là. C'est que il faut rembourser. Si jamais tu veux scaler, il faut vraiment rembourser de la grosse dette. C'est pour ça aussi que le 110% n'est pas toujours une bonne idée, en particulier si jamais tu veux vraiment grossir ton patrimoine, puisque en fait, comme tu es tout le temps endetté à 100%, la banque, elle voit aucun intérêt à ou elle te voit en tout cas comme un profil très risqué. Et donc, ce qui m'a finalement limité, c'était ma capacité à apporter de l'apport sur des projets. Tu vois, quand tu fais un projet, là, j'ai acheté un local commercial avec un ami associé à Issy-les-Moulineaux. Le local commercial coûtait 1 700 000 euros. Et donc, pour 1 700 000 euros, quand la banque te demande 13% d'apport, donc c'est 5% parce que c'est à peu près, enfin, c'est 3% de frais de notaire et 10% d'apport sur le projet. Donc, tu vois, on est sur des montants à 220 000 euros d'apport. On est deux. Ça veut dire qu'on doit envoyer chacun 110 000. Et c'est pas 110 000 que tu vas récupérer tout de suite parce que ils sont bloqués dans le projet. C'est de l'apport. Donc voilà, si jamais tu veux acheter 10 locaux, il te faut des sommes. Quand tu fais tu vois, je t'avais cité 50 millions d'euros dans une petite foncière privée. Ça veut dire qu'il me faut 13% de ça, 13% de ça, ça fait quand même 6 500 000. Et donc ça fait des sous. Maintenant, l'objectif, c'est comment arriver justement à monopoliser, ou en tout cas à avoir cet apport. Et la seule solution que j'ai trouvée, si tu veux bien que je l'explique, c'est dans les locaux commerciaux neufs. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand tu achètes un local commercial neuf, il y a le sujet de la TVA. Et donc, en fait, ce qu'on fait, nous, tout simplement, c'est qu'on achète un local commercial neuf, et donc on apporte ces fameux 13 à 15% que la banque nous demande. Et comme on peut récupérer la TVA, qui est de 20%, alors on ne récupère jamais vraiment 20%, mais une fois que le local est livré, on peut demander la récupération de la TVA, et donc ça nous permet de reconstituer notre apport. Et c'est ça, en fait, qui fait un espèce de fonds de roulement qui nous permet justement d'enchaîner des opportunités avec un fonds de roulement plus restreint que ce qu'on aurait pu croire ou ce qu'on devrait avoir si jamais on achetait tout en même temps, ces fameux 50 millions. Et donc, c'est ça que j'ai fait sur la dernière année et demie. C'est jamais aussi rapide que ce qu'on veut parce que il faut toujours que je trouve. Et puis en plus, il y a 1001 conditions pour que ça fonctionne, puisque si jamais tu portes le local 2 ans, ça veut dire que tu vas récupérer la TVA dans 2 ans. Ça veut dire que ton apport est bloqué pendant 2 ans. Et donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas réenchaîner d'opportunités immobilières. Et donc, c'était ça le sujet, c'est que moi, je dois trouver des locaux commerciaux qui soient à un bon prix. Et souvent, les locaux commerciaux en VFA ont des prix qui sont un petit peu fous et qui sont souvent plus chers que le prix du marché. 2, il faut qu'ils soient quand même bien placés. 3, il faut qu'il y ait ça colle avec un éventuel preneur que j'aime bien. Et moi, comme je t'ai dit, j'aime bien les supérettes, j'aime bien les crèches, j'aime bien les cabinets médicaux et les restaurants traditionnels où je fais pas de fast-food. Et donc, effectivement, le sujet, il est là, c'est que j'ai 4 activités et donc, je dois trouver un local. Il n'y a pas 40 000 projets en Ile-de-France, parce que moi, je fais, comme tu le sais, pour l'instant, que de l'Île-de-France. Et donc, il faut que je trouve un projet qui soit à une échéance, une livraison extrêmement courte. Que ce soit 6 mois, 9 mois max. Tu vois, pour pas que justement j'ai à monopoliser mon apport trop longtemps et que je puisse justement faire tourner plusieurs fois mes liquidités. Tu peux juste sur cette partie-là que je connaissais pas en fait expliquer en fait c'est quoi l'élément déclencheur de la TVA. Du coup, tu disais qu'il y avait du portage à faire, mais c'est pas de l'achat-revente. On est d'accord que si tu l'achètes, tu le retapes et tu le mets en location. Même pas. Je l'achète. En fait, c'est ça qui est extrêmement puissant dans les locaux commerciaux et encore plus dans les locaux commerciaux neufs, c'est que moi, je signe un compromis. Je vais me faire financer. Et le sujet, c'est que avant même que j'aille voir la banque, j'essaie de trouver un preneur. J'essaie de trouver un locataire. Et donc, ce que je fais, c'est que quand tu achètes un local ou un appartement neuf, c'est une vente en état de futur achèvement, une VFA. Ouais. Et en fait, ce qui est cool avec les VFA, c'est que tu peux aussi faire des BFA. C'est un bail en état de futur achèvement. Ça veut dire que le bail devient réel, parce qu'il y a une condition suspensive. La condition suspensive, c'est que je devienne propriétaire du local. Et il y a une condition suspensive, on va dire, secondaire, c'est la date de livraison. Parce que moi, je vais dire au locataire, c'est T3 2022, mais je ne sais pas si ça va être septembre ou tu vois. Donc, il y a aussi une tolérance au niveau de la date, mais on a toujours à peu près un trimestre, on va dire. Et donc, ce que je fais, c'est que je signe donc la VFA, donc le compromis de vente, on va dire. Je signe la BFA, donc le bail. Et donc, déjà, j'ai cristallisé mon rendement et j'ai cristallisé mon cash flow éventuel. Je vais voir la banque avec ces 2 éléments, la banque me finance. Elle va me dire, OK, monsieur Savoni, voilà, je vous finance, voici les conditions d'apport. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est très sécurisé pour moi.
Parce que non, et en plus, en amont, je ne prends pas le dépôt de garantie le jour de la signature du bail, parce que je n'ai pas encore remis les clés. Mais quand le promoteur va me convoquer pour me dire que la date de livraison, ça va être par exemple le 1er septembre, moi je reçois le courrier. Automatiquement, je renvoie le courrier aussi à mon preneur en lui disant voilà, la date de livraison, ça va être le 2 septembre. Et donc, à ce moment-là, lui, il me remet mon dépôt de garantie. Souvent, j'essaie de négocier 6 mois en recharge. Et le temps commence à... Et je lui donne aussi une franchise de loyer, parce que c'est lui qui fait ses travaux. Moi, je fais rien. Je ne fais aucune demande administrative. Je ne fais pas de travaux. Vraiment, c'est extrêmement passif. Le risque, vraiment, c'est de trouver un locataire de qualité, au début. Et donc, je lui remets les clés. Il me remet le dépôt de garantie. Donc déjà, boum, ça fait augmenter ma trésor. Je peux commencer déjà à chercher un autre projet. Et surtout, le sujet, c'est que je peux aussi, maintenant que j'ai payé 100%, parce que c'est aussi ça, tu payes au fil de l'eau, et puis quand tu te remets les clés, normalement, tu as soldé 100% du prix de vente. Là, je peux demander à l'administration fiscale de me rembourser la TVA. Habituellement, ça met 3 mois. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, donc, si on récapitule, je pose mes 13 à 15% d'apport, 3, 6, 9 mois avant la livraison du bien. J'attends pendant 6-9 mois. Pendant ce temps-là, je cherche un locataire. Je passe chez le notaire, je deviens propriétaire. Il y a encore 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois où il ne se passe pas grand-chose. Je remets les clés, je paye la fin du prix. Mon prêt démarre. Il n'y a pas de différence. Tu vois, le local à ici les Moulineaux, c'est 28 000 euros de crédit trimestriel. Tu payes en trimestre. Donc 28 000 euros d'échéance de prêt, tu vois, faut commencer déjà à avoir le cœur bien accroché. Et donc effectivement, c'est pour ça que c'est très important pour moi d'avoir un locataire extrêmement rapidement, parce que sinon ça me bouffe directement mon épargne. Et donc, une fois que j'ai fait la demande de remboursement de TVA, l'État me rembourse à peu près. Normalement, la TVA, c'est 20%. J'ai jamais eu 20% de la TVA à rembourser. 18, 19. Je ne comprends pas trop pourquoi. Bon, pour être honnête, je n'ai pas trop creusé non plus. Mais en tout cas, je peux récupérer au bout de 3 voire 6 mois, mais ça n'a jamais pris autant de temps. Effectivement, c'est 3 mois. Je récupère ma TVA. Et grâce à cette TVA, je reconstitue mon épargne. J'ai les dépôts de garantie de mon locataire. Alors, je me fais croquer un petit peu. Souvent, j'essaie de négocier 4 mois de franchise de loyer. Donc, souvent, je paye 4 traites. Mais comme j'ai de l'épargne, bon, c'est faisable. Et surtout, j'ai le dépôt de garantie du gars. Et donc, il me reste souvent 2 mois de dépôt de garantie. Donc, j'ai toujours une trésor quand même assez suffisante. Et il commence à payer son loyer au bout de 4 mois. Là, habituellement, tu ne lui mets pas 100% du loyer dès la première année. Tu lui fais une petite décote, 90%. 80%, il va payer peut-être 80% du loyer. En fait, il paye 0 de 0 à 6 mois. Entre 6 mois et 12 mois, il va peut-être payer 80% du loyer. Entre 12 et 24, il va payer 90%. Et à partir de la 3e année, il commence à payer 100%. Pourquoi ? Parce qu'au début, déjà, il doit faire ses travaux. Puis après, il n'a pas de clients. Donc, il faut qu'il fasse sa clientèle, il faut qu'il refasse sa trésor. Et donc, l'objectif, tu vois, quand tu as un local commercial, au-delà du rendement, au-delà du cash flow, au-delà de tout ça, c'est qu'il ne craque pas. Et la meilleure façon qu'il ne craque pas, c'est qu'il ait des bases solides. Et donc, on l'aide un petit peu au début. Et puis, de toute façon, moi, quand j'achète un local à 500 000 euros, par exemple, qui fait 200 mètres carrés, et le propriétaire, enfin, le preneur, lui, il va obligatoirement faire 150 000 euros de travaux. Tu vois, moi, ça valorise aussi mon local. C'est pour ça qu'aussi, on fait un petit peu d'effort. Parce que quand c'est demain... Excuse-moi. Quand c'est en BFA, du coup, c'est de la construction neuve. Hein, si tu parles de travaux de construction neuve. En fait, quand moi, je mets à disposition le local à mon locataire, il y a une arrivée d'eau, il y a une évacuation d'eau. Ouais. Parfois, il y a les vitrines. Souvent, elles n'y sont pas. Parfois, il y a un compteur électrique. Souvent, il y a juste le câble d'arrivée d'électricité. C'est lui qui fait la demande de pose de compteur. Donc, tu vois, c'est pour ça que tu lui donnes un local brut. Point. C'est pour ça que c'est extrêmement intéressant pour un propriétaire. C'est extrêmement passif. C'est très administratif, finalement. Et c'est le locataire qui prend tout en charge. Et donc, surtout, ce qui est extrêmement puissant et par rapport à l'achat d'appartement, mais tu vois, il faut passer par l'achat d'appartement pour prendre un petit peu d'expérience, on va dire, sur l'immobilier, parce que c'est le plus facile. Par rapport à l'achat d'appartement, effectivement, c'est extrêmement passif. Il y a vraiment, c'est vraiment très administratif. Et surtout, et c'est ça le plus important, c'est que tu achètes un appartement qui vaut 100 000, tu achètes un local commercial qui vaut 1 million, tu passes une fois chez le notaire, tu n'as pas de travaux. Tu vois, il faut acheter beaucoup d'appartements pour avoir un patrimoine de 1 million, un appartement qui soit rentable. Tu peux acheter un appartement à Paris à 1 million,
Ouais. Et souvent, il va te sortir 3% de yield. Alors que pour avoir 7, 7,5, 8% de rendement net en Ile-de-France avec un local commercial, ou avec un. Parce que moi, en plus, c'est ça, c'est que quand tu as un local commercial, il paye les charges de copro, il paye la taxe foncière, il fait ses travaux lui-même. C'est fluide. C'est-à-dire que quand toi, tu lui donnes un loyer, tu dis voilà, monsieur le client, le loyer, c'est 2 000 €, c'est 2 000 € hors charge. Tu peux prendre une provision pour charge chaque mois, donc tu encaisses un petit peu et tu fais une régule à la fin de l'année. Mais c'est pas comme un locataire, tu es sans pitié, tu lui colles toutes les charges, tu lui colles l'indice de révision des loyers, des baux commerciaux chaque année. Enfin, c'est extrêmement puissant, et surtout, tu as effectivement une capacité à scaler extrêmement puissante, parce qu'effectivement, tu achètes des gros lots. Sur cette partie-là, parce que j'imagine un des seuls, on va dire, seuil d'entrée, enfin c'est ça aussi que la barrière à l'entrée de ce genre de choses, c'est qu'il faut avoir du capital. Est-ce que c'est ça que je comprends en fait, c'est que tu crées la boule de neige avec du locatif résidentiel, et puis après bon, tu vas avoir de l'apport, qu'on a vu quand même 13-15% sur des trucs à 1 million ou quoi ou autre, c'est quand même des gros trucs, des gros tickets. Ouais. Est-ce que justement avec les arrangements dont tu parlais là, tu vois, au niveau de la trésorerie, les cycles qui t'arrivent à avoir, notamment avec l'avance de trésorerie, sur le dépôt de garantie de ton bailleur qui a déjà signé, etc. Est-ce que tu peux diminuer un petit peu l'effort en fait d'épargne, ce genre de choses? Et il y a une question d'ailleurs qui est arrivée de Capimo sur Insta là tout de suite qui dit pourquoi est-ce que tu prends pas de différé sur les locaux pro? Ça peut aussi joindre ce thème-là, tu vois. Est-ce que tu peux en fait optimiser la trésor au point que finalement, en termes d'effort à lever en apport, c'est pas si important que les 13 facialement qu'on s'imagine % sur du 1 million? C'est une très bonne question de Capimo, et je le remercie. En fait, le sujet, encore une fois, c'est l'histoire de loan to value. C'est qu'en fait, le problème, c'est que quand tu fais du différé, ça veut dire que tu augmentes le reste à rembourser. Et les banques, elles n'aiment pas ça. Quand tu négocies le taux, les banques, elles n'aiment pas ça. Quand tu négocies les conditions bancaires, les banques, elles n'aiment pas ça. Moi, je veux juste que la banque, elle dise oui. Tu vois, parce qu'en fait, moi, mon sujet, c'est pas en fait, et je le dis souvent même aux clients revenus locatifs, c'est moi, je n'ai pas construit mon patrimoine personnel de manière extrêmement optimisée au niveau de la banque. C'est-à-dire, j'ai pris des taux dégueulasses, j'ai pris des conditions de bancaire extrêmement dures, pas différé, jamais, j'apporte mes frais de notaire, parce qu'en fait, je veux que la banque, elle me finance. Je gagne plus d'argent, je construis un patrimoine beaucoup plus intéressant en multipliant les acquisitions, parce que justement, la banque, elle sait que 1, je suis solide, 2, elle gagne de l'argent, 3, je suis pas chiant, qu'en optimisant le moindre centime. Et en fait, il est là le sujet. C'est que, encore une fois, quand tu achètes un local commercial, tu vois, là, on va se faire livrer 2 locaux commerciaux à Argenteuil à la fin de l'été. Je l'ai loué à une crèche et j'ai loué à un Franprix. Donc la crèche, c'est 9 ans ferme. Ou 9 ou 10 ans ferme, je sais plus. Il y a pas de 3, c'est pas en 369, c'est 9 ou 10 ans ferme. Enfin, je revois le bail. Et Franprix, c'est Franprix. Franprix 369, mais c'est Franprix. C'est pas le petit magasin indépendant géré à l'arrache. Franprix, c'est une franchise, c'est propre. Et donc le sujet, il est où? C'est que soit effectivement, j'ai ce type d'acteur, la banque est rassurée et j'avance. Et peut-être que le fait de ne pas avoir de différé, ça va me bouffer ma première année de cash flow. Mais j'ai emprunté 1,2 million et je rembourse, je vais rembourser 5 000 € de patrimoine mensuel à la banque, alors que j'ai peut-être mis 20 heures d'effort dans l'histoire. Tu vois, il est là le sujet. C'est ça en fait, c'est le temps que tu y mets. Et il suffit de faire ça une fois par an pendant 10 ans et c'est réglé, tu vois. Mes enfants, tu sais, il y a un de mes mentors, il m'a dit un truc important. Il m'a dit, est-ce que tu te souviens de ton arrière-grand-père? Ou ton arrière-arrière-grand-père? Ou celui d'avant, Paco? Tu vois? Non. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'a rien laissé. Il est là le sujet, tu vois. Alors qu'effectivement, si jamais tu crées un patrimoine de 50 millions d'euros, mon arrière petit-fils, il se souviendra qui c'était Kevin, tu vois. Et donc le sujet, il est là. C'est que moi, je suis dans ce mindset-là. Je veux pas optimiser le truc pour un coup. Je veux faire 50 coups. Yes. Et donc c'est pour ça, effectivement, à notre cher Capimo, que je fais pas de différé. Parce qu'en fait, comme j'ai une vision extrêmement long terme, je veux avoir un partenaire bancaire qui me dise oui à tous les coups, parce qu'il sait que c'est périn et qu'il gagne des sous avec moi. Et s'il gagne des sous avec moi, moi je gagne beaucoup de sous avec lui. Yes. Petite question d'Alex là-dessus, quand tu vas avec Franprix notamment, c'est la maison mère qui s'engage sur le bail ou c'est le franchisé, quoi? Non, c'est le franchisé. Okay. C'est le franchisé. Moi, j'ai pas de contact direct avec. Tu vois, tout à l'heure, je parlais de Diapar.
ou là de Franprix. Mm. J'ai pas de contact direct avec eux. J'ai déjà rencontré le gars de Diapar, le directeur commercial Île-de-France, parce qu'ils viennent visiter les locaux, ils viennent les valider en fait en amont. Ouais. Mais c'est pas moi. Enfin, moi, j'ai pas de deal. J'ai essayé, en tout cas. J'ai essayé, bien sûr. Ouais. J'ai pris contact avec différentes franchises pour leur dire, écoutez, j'ai un local là, est-ce que ça vous intéresse? Ouais. Pour la petite histoire, j'avais même contacté. Avant, j'avais un local à Fleury-Mérogis que j'ai revendu à la mairie de Fleury en début d'année. Et pour la petite histoire, je savais que la Poste voulait déménager. La Poste était dans un local où il y avait de l'amiante, la CGT était pas contente, et donc j'avais acheté un local, le seul libre de la ville, et je m'étais dit ils vont venir chez moi, tu vois. Donc j'ai fait de la danse du ventre et tout ça à Imo-Poste, et ils m'ont jamais répondu, parce qu'en fait parfois c'est très politique. Donc, et c'est ça qui est très important aussi dans les locaux commerciaux, c'est que tout le temps je suis convoqué dans le bureau du maire. J'ai été convoqué dans le bureau du maire. Alors, de très belles villes, des plus belles villes du 93, les villes ghetto, j'ai pas été convoqué. Par contre, les belles villes, et je veux pas les citer pour pas avoir d'embrouille, mais effectivement, j'ai toujours été convoqué par le maire. Le maire, surtout dans les projets neufs, c'est politique. Ils viennent te demander qui t'es, qu'est-ce que tu veux faire. Tu vois, imagine, tu fais un super beau immeuble. Pour les auditeurs, ils vont regarder. J'ai acheté un local au Rond-Pointière, rue Rond-Pointière au Rincy. Vraiment, il y a un rond-point, il y a un super bâtiment ICAL, j'ai acheté un local commercial ici. J'avais eu des problèmes avec mon premier locataire parce que c'était c'était pas un fast-food, mais c'était des burgers, tu vois, c'était un burger un peu haut de gamme, ça allait pas avec l'esprit de la ville. J'ai été convoqué dans le bureau du maire. D'accord. Et le maire, il met la pression. Donc tu vois, c'est ça le sujet. Maintenant c'est réglé, je l'ai reloué un restaurant qui fait des sushis cachers extrêmement haut de gamme, ou panier moyen extrêmement élevé, donc ils sont très contents. Il y aura du marbre partout et tout. Il va ouvrir là d'ici la fin du mois. Tu vois, j'avais loué le local en décembre 2020. Le truc est toujours pas ouvert aujourd'hui. Je perçois quand même mes loyers, mais prise de tête. C'est pour ça que quand on fait des locaux, il faut aller voir la mairie, il faut aller voir l'adjoint au maire pour les commerces, etc. Dire bonjour, se présenter, expliquer le sujet. Si jamais tu viens et que tu veux mettre une chicha ou un kebab, c'est chaud pour toi, et donc voilà, faut faire attention. Ouais, et puis au niveau risque, pour revenir un peu à la question, du coup, la franchise, c'est pas elle qui... Enfin, si t'as pas la maison mère en termes de risque, il n'y a pas de support financier, donc tu peux te faire planter pour un locataire, même s'il s'appelle Franprix, quoi. Après, bien sûr, attention. Ça, faut faire une analyse de gestion de risque comme toute, quoi. Ouais. Tu loues ton appartement à ton frère et il peut ne pas payer le loyer. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que en vrai, dans les locaux commerciaux, c'est la même chose. Le sujet, c'est que comment tu fais pour choisir un locataire? Déjà, tu vois s'il a de l'expérience. Moi, j'ai jamais loué un gars qui commence son activité. Souvent, ils ont déjà 1, 2, 3, 4, 5 boutiques. Donc, je demande les bilans de toutes les boutiques sur les 3 dernières années. Je fais mon check. Je vais visiter les boutiques. Je vais visiter les boutiques. Je dis, tiens, par exemple, à chaque fois que je prends un nouveau locataire dans un supermarché, je lui demande c'est où ton supermarché. Il me dit, là, par exemple, le Franprix, il avait un Franprix à Champs-sur-Marne dans le 77, je crois. Je suis allé. Je vais aller acheter un sneakers, j'ai regardé, bonjour, merci, au revoir, tu vois, incognito. Et puis c'est tout. Pareil alors je suis jamais allé visiter les crèches, tu vois, mais les crèches, là, j'ai visité une crèche. La personne qui m'a contacté, c'est donc la personne qui a fondé le mini réseau de crèches. Ils en ont 8 dans des endroits que je connais. C'est propre. Je demande les bilans, c'est propre. C'est ça en fait. Ouais, ça t'empêche pas de faire effectivement cette analyse-là de risque. Après, t'as toujours quand même plus de chance de ton côté si c'est une marque nationale ou une franchise, parce qu'il y a une sorte de standing, ils ont un suivi, support, voilà, ouais, c'est ça, quoi. Ils ont un suivi, il y a de la communication, Franprix, ça parle à tout le monde, tu vois. Moi, au début, mon rêve, ça avait été, mon objectif au début, c'était de mettre un Carrefour Market ou un Carrefour City à cet endroit. Parce qu'en fait, moi, j'ai fait, comme je t'ai dit, tu vois, les G20, City Market, Diagonale, Coxy, c'est des supermarchés qui sont plutôt populaires. J'avais mis ça dans des villes comme à Argenteuil, j'ai un Franprix Votre Marché, à Valenton, le City Market, et dans d'autres endroits, tu vois, où c'était des villes plutôt, on va dire, populaires. Là, après, je suis monté en gamme sur certains locaux, là, le Rincy, et là, effectivement, le maire m'avait dit, j'aimerais bien qu'il y ait X% du local dans lequel on vend des produits bio. Donc tu parles avec la personne, tu dis voilà. Après, faut pas être trop. Parfois la mairie n'a parfois
pas non plus en tête une certaine rationalité économique. Ouais. Faire super attention. Parce que tu vois, ils peuvent te demander des trucs peut-être parfois assez super sur le papier. Tu vois, à un moment, on m'avait dit voilà, je veux un local dans lequel vous vendez des produits de mobilité douce. Okay, c'est quoi les mobilités douces? Vélo électrique, trottinette, gyropode, machin chouette. Ok, ça c'est top. Mais est-ce que quelqu'un a un BP sur le sujet? Parce que le loyer, il est à, oui, tu vois, dans une ville du 92, le loyer est à 11 000 par mois. Comment on fait? Donc il faut en vendre des trottinettes pour payer un loyer à 11 000. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc parfois c'est pas possible. Ouais, tu te fais une analyse économique un peu même logique en fait, elle est quand même indispensable pour ce genre de truc, quoi. Exactement. Cool. Je voulais t'emmener un petit peu, Kevin, sur ton parcours IMO et puis en fait les petites choses qui permettent à un investisseur aujourd'hui de se différencier, d'accélérer dans son patrimoine. Juste avant de lancer là-dessus, petite question pour dégeler un peu le truc. Quelle est ta plus mauvaise affaire sur ton parcours aujourd'hui? S'il y en a une, quoi, et pourquoi, et du coup, est-ce que tu vois, pour nous amener un petit peu aux choses qu'on peut faire. Bah, j'ai pas vraiment fait de mauvaises affaires immobilières. Par contre, il y en a certaines qui m'ont fait souffrir. Tu vois, c'est que, encore une fois, quand tu fais de l'immobilier, sur le papier, tu veux que ça soit passif, tu veux que ça te prenne pas de temps, tu veux tous ces trucs-là un peu de feignant, entre guillemets. La réalité, c'est que ça se passe jamais comme ça. C'est chronophage, ça prend du temps, ça te grille des soirées, ça te grille des vacances, ça te grille des week-ends. Et en fait, finalement, il y a certaines OP qui m'ont fait souffrir, qui seront peut-être révélées à la fin extrêmement lucratives, mais comme beaucoup d'opportunités que j'ai pu faire. Mais voilà, c'est plutôt qu'au début, et j'en parle dans mon livre, tu vois, c'est qu'au début, je voulais toujours tout faire moi-même. Je trouvais l'opportunité, je surveillais les travaux, je montais moi-même les meubles, tu vois, et je faisais la mise en location, la gestion locative. Et donc, il y a des semaines entières, je me souviens toute ma vie, tu vois, en 2018, j'avais acheté 3 appartements à Lagny-sur-Marne, dans le même immeuble, 2 en meublé et un que j'ai fait en location nue finalement. J'avais monté les meubles moi-même dans ces 3 appartements qui étaient destinés à faire de la location courte durée. Une semaine de salariat, enfin une semaine de congés payés qu'on sautait, quoi, tu vois. Et alors en plus, pour la petite histoire, j'avais un seul CD. Donc j'avais écouté le même album de Joker, Mélodie des quartiers pauvres, pendant une semaine. Ça fait 4 ans, je me rappelle des paroles encore, tu vois. Donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est ça en fait, c'est qu'il y a des opportunités qui m'ont vraiment fait souffrir. Après, des mauvais deals, ou des deals que j'ai mal gérés, il y en a, tu vois. Par exemple, j'ai acheté un truc à Issy-les-Moulineaux, j'ai pas fait les travaux pendant 3 ans pour diverses raisons. Je serai jamais rentable sur ce deal. Même si demain je le vends, j'ai payé 1 200 € de crédit par mois pendant 3 ans, donc ça fait 43 000 € de ma poche. Ouais. Tu vois, alors certes, j'ai remboursé du capital, mais ça, je le récupérerai jamais. Donc tu vois, c'est ça. C'est plutôt des. Et puis en fait, des fois. Parce que du coup, t'as pas fait de travaux, le truc s'est défraîchi, ou c'est quoi la problématique? Non, mais j'étais en embrouille un peu avec la mairie parce que je voulais faire une petite modification. J'ai attendu, il y a eu le Covid. Après, l'entreprise qui avait commencé à faire les travaux, après le Covid, elle est jamais retournée sur le chantier. Elle a périclité, elle a été liquidée. Sauf que elles avaient déjà commencé les travaux, donc j'ai pas perdu des sous parce que ce que j'avais donné comme sous, ils ont fait les travaux, mais ils ont jamais repris les travaux. Et donc le problème, c'est que quand tu as une première société qui commence et qui fait des travaux, typiquement d'électricité, etc. Le problème, c'est que pour qu'une autre société repasse derrière en mettant sa décennale dessus, c'est compliqué, tu vois. Donc j'ai dû faire beaucoup de danse du ventre pour qu'une autre boîte accepte de reprendre le chantier. Et tu vois, et donc ça m'a fait perdre du temps. Entre-temps, j'étais dans une autre dynamique, j'avais d'autres deals à gérer, j'avais ma boîte. Donc tu vois, j'ai laissé traîner pendant 3 ans. Et il est là le truc, tu vois. Là, ça va être livré fin du mois, ça va être fini fin du mois, ça va être super. Mais c'est des trucs comme ça, tu vois. C'est que j'ai mal géré parce que mon esprit était ailleurs, voilà, ou parce que tu vis des péripéties. Donc même moi, qui fais une boîte de clés en main, pour mes propres, tu vois, on dit souvent que le cordonnier est mal chaussé, tu vois, ça j'ai laissé traîner. Alors certains m'ont trouvé que c'est aberrant. Après c'était un lot parmi 40, donc je dis pas que je l'ai pas senti passer, mais ça m'a pas mis dans la difficulté. Mais en réalité, tu vois, je l'aurais laissé sur ces 3 dernières années, il y avait 50 000 € de plus dans ma poche versus, si je m'étais un peu plus bougé. Donc, tu vois, faut faire attention aussi parfois quand tu as un patrimoine important de rester toujours sharp. Ouais. Sinon, à un moment, tu glisses. Ok,
top. Et d'ailleurs, ça me fait penser, excuse-moi, Ouais. toujours à la question de Capimo, c'est qu'il faut faire extrêmement attention, tu vois, aussi à ne pas manger les dépôts de garantie de tes locataires, à ne pas être à zéro sur le compte. Parce que justement, moi, ce qui m'a sauvé sur ce truc-là, c'est que j'avais beaucoup de cash flow par ailleurs, et donc tu le sens pas passer. Mais si jamais tu vois, j'avais dû payer mes 1100 euros, je crois, de mensualité de crédit de ma pocket, alors que tu as un salaire de, je sais pas, 3000 euros, bah, ça fait mal, tu vois. Et donc, c'est pour ça que faut faire toujours super attention. Moi, je recommande toujours, pour pas se retrouver en difficulté, d'avoir au moins 6 mois de mensualité de crédit de côté, mais pas de un crédit, de tous tes crédits. Si jamais tes crédits, c'est 5000 euros par mois, il faut avoir 30 000 de côté. Si tout le monde ne paie pas pendant 6 mois, tu vas survivre. Et c'est aussi comment dirais-je, cette sagesse qui m'empêche aussi parfois d'accélérer, parce que quand tu as des mensualités de crédit, et je t'ai dit tout à l'heure, sur le local de Sini-Molino, quand tu dégaines 220 000 euros d'apport, comme la mensualité de crédit, c'est 28 000 trimestriels, donc ça fait 56 sur 6 mois, je mets aussi 56 de côté. Tu vois, c'est pour ça que il y a beaucoup de cash qui dort, l'inflation me fait un peu mal, mais parce que c'est pas comme c'est des placements qui doivent être tout de suite très rapidement monopolisables, donc je les place pas dans des trucs extrêmement exotiques, mais au moins je suis solide. Ouais, t'avances quand même. Ouais, ça t'empêche pas d'avancer non plus quand même. T'as réussi à avoir un matelas de côté, quoi. Alors le truc aussi, à l'inverse, en fait, quand on regarde ton parcours, c'est, on peut aussi se dire, tu vois, donc je rappelle, hein, aujourd'hui tu as plus de 40 apparts, t'es plusieurs millions en termes de patrimoine, développé assez vite, que tu as commencé en 2015. On se dit aussi que bon, il y a eu un peu un âge d'or aussi de l'immobilier. Il y a souvent un petit peu aussi cette petite musique là qui dit que bon voilà, on a quand même la hausse des taux qui arrive. On a des nouvelles contraintes qui arrivent aussi, tu vois. Et on pourra en parler plus en détail sur l'impact du DPE, le plafonnement des loyers en Ile-de-France. Est-ce que tu penses qu'un parcours comme le tien, c'est encore possible aujourd'hui? Est-ce que tu dis qu'il y a des ajustements que tu aurais fait si jamais on était en 2022 au lieu d'être en 2015 aujourd'hui? Bah, en fait, donc effectivement, ma première mise en location, c'était le 2 novembre 2015, mais comme tu vois, c'était un Pinel que j'avais signé au début, comme tu le sais. J'avais signé mon compromis en 2013. Et j'ai obtenu mon financement en 2014. Et à l'époque, en 2014, donc pour un bien qui était à 185 783 euros, tu vois, je me rappellerai toute ma vie de ce chiffre, et ben en fait, j'avais obtenu un financement à la Société Générale à 3,40 sur 25 ans. Et en plus, c'était un taux mixte, ça veut dire que ça pouvait faire plus 1 ou moins 1 en fonction de l'évolution de l'Euribor. Donc ça pouvait passer à 2,40 ou monter à 4,40. Quand j'ai eu mon crédit, j'ai bu du champagne chez ma mère, j'étais content. Donc en fait, ce que je veux te dire, c'est que oui, les taux vont augmenter, c'est inéluctable. Maintenant, je commence à avoir des clients qui ont des taux à plus de 2%, mais on est encore loin des 3,40, tu vois. Et aussi, il faut se poser la question. La question, c'est que quel aurait été le taux que pouvait avoir ce client dans le meilleur des cas, même à l'âge d'or. À l'âge d'or, il aurait eu un petit 1,20 ou un petit 1,50. Là, il a un 2,10. Bah, sur 200 000 euros, ça fait quoi? Ça fait 80 euros de différence. Donc, ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, oui, c'est ce qui fait que ton cash flow, il est neutre ou il est positif aujourd'hui. Mais quand bien même, je suis un amoureux de l'immobilier et bien entendu du cash flow, ça n'a jamais été encore une fois ma priorité. Moi, ma priorité, c'est d'amortir de la grosse dette, d'amortir. Et même si je fais pas de cash flow, c'est pas grave, parce que je sais que à 5, 6 ans, 10 ans, j'aurai remboursé énormément de capital et peut-être fait un petit peu de plus-value, certes, parce que l'augmentation des prix fait que, mais pour moi, le cash flow n'a jamais été ma seule et unique motivation. Tu vois, tous mes biens sont en location nue et 2 sont en location meublée. Donc, tu vois, sur les 50, j'en ai 2 en location meublée et 48, je mélange habitation et locaux commerciaux, sont en location nue. Pour te dire que le cash flow, pour moi, c'était plutôt la passivité et le fait de recommencer le plus rapidement possible. Maintenant, est-ce que désolé, je viens d'avoir une offre pour un truc que je vends et je viens de la rejeter 30 secondes après. Donc... pas assez cher. Ouais, une négociation de 50 000, c'est pas possible. Et donc, le sujet, c'est ça. Moi, je voulais aller vite. Et maintenant, est-ce que, en
en fait, ça serait mentir de te dire oui, aujourd'hui, refaire ce que j'ai fait, ça serait facile, ça serait faisable. En fait, déjà, moi, je suis une aberration statistique, une anomalie statistique. Quelqu'un qui fait autant d'IMO en si peu de temps, j'en connais pas beaucoup, j'en connais deux. J'en connais deux et tu en as reçu un dans ton podcast. Donc, et le deuxième est déjà que lui était discret, il est sorti pour toi, mais l'autre est encore plus discret. Donc, c'est-à-dire, j'en connais deux alors que j'ai rencontré des centaines, voire des milliers d'investisseurs. Et aussi, la différence, c'est que malgré tout, j'avais donc mon activité professionnelle, j'étais salarié, ça m'a permis de me lancer, mais très vite, j'ai eu une activité commerciale. Et mon activité commerciale a amplifié le phénomène, parce que pour passer de 2 à 12, emprunter, tu vois, les 10 là, derniers, c'est grâce à un revenu locatif. Donc, faut pas mentir. C'est comme si beaucoup de gens disent oui, comme les gens qui vendent des formations, ils sont devenus riches, ils sont pas devenus riches avec l'IMO, ils sont devenus riches avec les formations. Et donc, moi, bien entendu, je suis plus, comment dirais-je, je gagne pas autant d'argent que ça avec revenu locatif, mais par contre, ça assoit ma légitimité, mon autorité vis-à-vis de la banque. Et malgré tout, ça me permet de faire de l'apport. Et surtout, ça m'a permis d'avoir des associés. Parce qu'il y a aussi le fait d'avoir des associés qui te permettent, eux, de mettre de cash, où moi je mets 0 des fois. Donc c'est aussi ça le sujet, c'est qu'il y a des fois, j'ai fait des deals où j'ai mis 0. Ici les Moulineaux, j'ai mis 0. Donc tu vois, les 220 000, c'est pas moi qui les ai posés, par exemple. Donc tu vois, ça c'est important. Donc oui, c'est possible, ce sera possible, mais il y a des prérequis. Et les prérequis seront les mêmes que ceux que j'ai fait, c'est-à-dire avoir un travail solide, gagner bien sa vie en termes de salarié, faire épargner 30, 40, 50% de son épargne. Moi, j'habitais chez ma mère, j'ai fait des sacrifices. Après, je suis parti dans un tout petit appartement. Ensuite, donc après, j'avais mon salaire plus une activité commerciale avec l'ancêtre de revenu locatif qui fonctionnait bien aussi. Après, il y a eu revenu locatif. Et après, il y a eu des associés qui ont voulu s'associer avec moi sans que je mette de capital. Donc, tu vois, c'est ça aussi qui m'a permis de construire le patrimoine que j'ai aujourd'hui. Yes. Et alors, et juste pour finir, la remontée des taux, pour moi, c'est pas un problème plus que ça. Et même le DPE, pour moi, c'est même une source d'opportunité. Parce que, la remontée des taux va faire flipper tout le monde. La remontée des taux va éjecter du marché nombre d'investisseurs qui n'auraient pas dû être dans le marché parce qu'ils étaient trop, on va dire, fragiles d'un point de vue financier. Et franchement, j'insulte personne. J'ai été fragile aussi d'un point de vue financier à un moment de ma vie. Et donc, tous ces investisseurs qui faisaient peut-être augmenter artificiellement les prix, ils vont sauter. Tous les dossiers bancals, ils vont être refusés par la banque. Et donc, ça veut dire que les vrais investisseurs, eux, ils vont être là, ils vont toujours pouvoir saisir les opportunités. Et maintenant, tous les gens qui, de manière assez aberrante, louaient des passoires énergétiques, quand tu avais un studio, tu payais 150 ou 200 000 euros 150 ou 200 euros par mois d'électricité parce que tu avais une passoire. Maintenant, tu peux plus le louer. Les gens ne vont plus l'accepter. Et les investisseurs chevronnés, ils vont pouvoir saisir de belles opportunités. Donc, moi, je vois pas de sujet. Ouais, parce qu'il y a quand même pas mal de... Enfin, toi, donc avec revenu locatif, tu as jusqu'à maintenant investi principalement en Ile-de-France. Et en Ile-de-France, tu as un petit peu la problématique d'avoir donc d'un côté les permis de louer qui se multiplient, les DPE, la contrainte DPE, et puis le plafonnement des loyers aussi, qui aussi s'amplifie. Donc de papier, facialement, on se dit il y a un petit peu un truc qui coince. Tu vois, d'un côté, on peut pas, on nous demande des coûts en plus, et de l'autre côté, les loyers vont être réduits. Comment tu sauves cette équation-là, quoi? Alors, au niveau du permis de louer, moi je trouve ça, en fait c'est bon et c'est nul en même temps. C'est bon parce que de toute façon, vu qu'on refait tous les appartements tout le temps, ça passe le permis de louer sans sujet. Donc ça, j'ai pas peur moi du permis de louer, c'est juste une perte de temps parce que la mairie, parfois, elle a une certaine inertie, on va dire, et elle peut mettre 2-3 semaines pour se déplacer et venir checker l'appartement. Et donc tu perds 2-3 semaines de loyer bêtement. Et surtout, pour être honnête, la mairie, elle te chope parce que tu mets ton annonce sur Le Bon Coin ou sur Se Loger ou sur je ne sais quoi. Les marchands de sommeil, eux, ils mettent pas le permis de louer, ils louent ça au black, ils font pas de petite annonce. Donc en fait, le système du permis de louer, pour moi, je trouve ça complètement, c'est idiot parce qu'en fait, ça vise pas les bonnes personnes, tu vois. Et donc, je le fais, je me soumets. Mais je trouve que c'est pas très intéressant ou intelligent en tout cas, les personnes qui visent ne sont pas impactées par le permis de louer et ne sont encore moins impactées par le plafonnement des loyers. Moi, le plafonnement des loyers, effectivement, déjà c'est simple, on va plus dans les villes où il y a du plafonnement des loyers, tout simplement. Il y en a encore en Ile-de-France des villes qui ont plus. En fait, c'est par communauté d'agglomération. Donc, tu vois, il y avait la communauté de la Plaine Saint-Denis, par exemple, donc tout ce qui est Aubervilliers, Saint-Denis, La Courneuve, etc.
qui ont voté il y a déjà un an et demi, je crois, le plafonnement des loyers. On ne fait plus de projet là-bas. Après là, ça a été étendu à Bondy, Bobigny, etc. Donc je ne me rappelle plus de la communauté d'agglomération. Mais en fait, on va dire que les villes intéressantes du 93 dans lesquelles on avait effectivement pas mal prospecté à une certaine époque et qui allaient être impactées positivement par le Grand Paris, effectivement, il y a le permis de louer. Non, il y a le plafonnement des loyers. On ne fait plus de projet là-bas. Et j'encourage même mes investisseurs à revendre leurs projets. Parce que le rendement qu'ils avaient encore il y a peu, il sera plus possible de l'avoir si jamais on veut respecter le plafonnement des loyers. Le pire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne respectent pas le plafonnement des loyers. Nous, on fait pas de gestion locative pour ces lots-là, mais je sais qu'il y a certains propriétaires avec lesquels on a vendu des projets qui ne respectent pas. Et ça, c'est idiot parce que, encore une fois, tu vois, quand on fait un projet de rénovation, souvent, tu gagnes 2, 3, 4, voire 5 lettres sur le DPE. Le sujet, c'est que maintenant, tu es dans une situation où, effectivement, tu peux pas faire de la rénovation énergétique sans coût. Les coûts, ça se répercute sur les travaux, donc sur le prix du global de l'achat, et donc sur le montant que tu empruntes. C'est contre-productif parce que d'un côté, tu dis aux gens, il faut rénover, il faut prendre soin du parc immobilier, de l'autre côté, tu peux pas le louer au prix que tu veux. Et donc, moi, je pense qu'il y aura encore plus de gens qui joueront au black ou qui loueront en dehors des plateformes et qui ne pourront pas se faire capter par les mairies, ou encore pire, ils loueront à des gens qui ne parlent pas français, qui ne connaissent pas les lois, qui sont dans des situations précaires, qui vont se faire encore plus exploiter qu'avant. Pareil, donc je trouve que le plafonnement des loyers, c'est vrai que c'est bien que les gens de la Seine-Saint-Denis aient des loyers qui soient, comment dirais-je, corrects, tu vois, pas non plus, parce qu'il y avait certains territoires où le prix de l'immobilier, le prix des loyers était supérieur au prix de Paris. Ouais. Mais en même temps, c'est la loi du marché, tu vois. Il y a des processus de gentrification importants qui sont en cours. Et donc, effectivement, la gentrification fait que certains ménages se retrouvent dans des situations où ils ne peuvent plus se loger sur un territoire. Tu vois, les classes populaires, elles ont été éjectées du centre de Paris. C'est la vie, tu vois. Donc, Ouais. Mais alors, du coup, est-ce que t'es pas en train de nous dire, du coup, que de plus en plus, c'est de moins en moins intéressant d'investir en région parisienne, qui était un peu ton champ de bataille, et parce que moi je vois difficilement en fait les pouvoirs publics et les mairies qui n'ont pas le plafonnement des loyers ne pas commencer un petit peu à le mettre aussi en place. Tu vois, ça semble un petit peu inévitable, et pour autant, tu vois, est-ce que du coup, encore une fois, le contexte plus compliqué, Hausse des taux, on a parlé, pris isolément, si tu veux, je suis un peu d'accord avec toi, ça peut pas avoir forcément d'impact, il faut juste gérer le prix d'immobilier qui va avec. Mais tu vois, est-ce que la conjonction un peu de tout ça fait que c'est pas un peu compliqué? Est-ce qu'on peut encore avoir du rendement, tu vois, en région parisienne tel que tu le faisais à la méthode avant, quoi? Bien sûr, en fait, le sujet, c'est, encore une fois, c'est de se positionner dans des endroits où un peu en précurseur. Et donc, effectivement, de toute façon, toutes les zones où il y a le plafonnement des loyers, ça fait longtemps qu'elles sont difficiles. Parce que, tu vois, Aubervilliers, moi, mon premier appartement, il était à Aubervilliers, par exemple. Le Pinel de 2015, que j'ai mis en location en 2015, il est maintenant soumis au plafonnement des loyers, et ce plafonnement des loyers est d'ailleurs inférieur au plafonnement du Pinel, tu vois, pour te dire que quand même il change les règles en cours de route, et ça m'impactera aussi moi. Sauf que le plafonnement des loyers a été mis en place par exemple à Aubervilliers l'année dernière, mais ça fait déjà longtemps en fait qu'Aubervilliers les prix avaient explosé, et que même si jamais tu mettais des prix tu mettais des loyers qui étaient au prix du marché, ça faisait déjà bien longtemps qu'il n'y avait plus de rendement à Aubervilliers. D'ailleurs, t'as pas fait un deal à Aubervilliers, tu vois. Et donc, on va justement dans des nouveaux territoires. Et donc, finalement, le plafonnement des loyers vient après l'âge d'or de l'endroit, ou vient après le moment où il fallait investir. Moi, je serais pas surpris qu'à un moment ou à un autre, à Saint-Ouen, ça se passe aussi de la même façon, et que effectivement on ait un plafonnement des loyers par exemple à Saint-Ouen tôt ou tard. Ouais, ok. Et Saint-Ouen, ça fait longtemps en fait que c'est fini. C'était en 2016, 2015 qu'il fallait investir. Là maintenant à 7 000, 8 000 euros du mètre, voire 10 000 dans le neuf, c'est fini Saint-Ouen. Tu vois. Donc c'est pour ça que, en fait, comme je te disais, moi souvent je détiens mon bien 6 ans. Je détiens mon bien 6 ans. Pourquoi? Parce qu'au bout de 5 ans, tu as le fameux pack travaux qui te permet de réduire ta plus-value de 15%. Et après, au bout de la sixième année, tu commences à avoir des abattements. Et ben regarde, j'ai acheté en 2015, je vais revendre, j'ai acheté en 2000. Non, j'ai acheté en 2013, 2014. Là, on est en 2022, ça fait 8 ans. Moi, il me reste 2 ans à tirer sur mon Pinel d'Aubervilliers, parce que je m'étais engagé sur 9 ans.
en 2024, c'est certain que je le vends. Tu vois. Et donc ça veut dire que il y aura une énorme plus-value qui sera à la clé. Parce que déjà que j'avais acheté cher à l'époque avec le Pinel, mais ça a tellement augmenté que même si je le revends en 2025, j'aurai quand même une grosse PV. Et j'aurai remboursé la tête. Donc tu vois, au final, oui, c'est pas aussi bien que ce qu'on aurait aimé, mais tu as quand même ton rendement. Tu auras peut-être profité d'un rendement à 7-8% pendant 5 ans. Là, il change les règles, vend et va ailleurs. Et c'est ce que je propose. Tu sais, l'immobilier, certes, dans immobilier, il y a immobilisme un petit peu, mais en la réalité, c'est qu'il faut avoir une gestion active de ton parc. Et tu vois, maintenant, je revends de plus en plus des actifs que j'ai achetés en 2015, en 2016, en 2017, sur lesquels il y a énormément de plus-value, où j'ai remboursé de la dette. Et ça fait du bien pour l'IFI, parce que maintenant, je paye ça. Et deux, effectivement, tu ressors des liquidités. Donc, mieux vaut faire ça que rien faire. Ouais, non, ok. Non, c'est cool, ouais, effectivement, de voir ça comme des cycles de toute façon, quoi. Il y a de l'arbitrage possible. Ouais. C'est des cycles et ça nous permet ensuite de prospecter dans de nouveaux territoires où il n'y a personne qui y va. Dans certaines communes du 91, dans le 77, dans le 94, dans le 95. Et c'est plus première couronne où tout le monde regarde, deuxième couronne. Voilà, on est un petit peu plus aventurier. Et au final, je te donne un exemple, mais tu sais, dans certains territoires d'Île-de-France, tu peux avoir des prix qui sont autour de 2000 € du mètre carré, comme en province. Avec plus de comment dirais-je, de demandes locatives, avec des ménages qui ont des revenus moyens supérieurs à ceux de la province, mais qui sont toujours et qui sont dans des zones rurales qui ressemblent très fortement à la province. Ce qui est ça qui est cool avec l'Île-de-France. Tu sais, en Île-de-France, j'étais surpris de savoir qu'en Île-de-France, il y a 4500 communes, je crois, ou 4000 communes. Donc il y a du boulot, tu vois. Donc du coup, dans tes recherches, tu te déplaces un peu plus dans la capillarité, dans les territoires un peu plus loin de Paris, quoi, plus en plus. Quoi. Okay. Exactement. Et en plus, donc je m'éloigne un peu plus de Paris. Et en plus, encore une fois, ce qui est cool, c'est que le Covid nous a quand même pas mal aidé, tu vois. Je veux dire, pour être honnête, j'ai lu quantité d'articles, je jouissais presque quand je voyais des articles qui nous disaient que les ménages se déportaient en banlieue, grande banlieue, machin. Moi-même, je suis allé acheter en grande banlieue au fin fond du Val d'Oise, que j'aurais pas fait sans le Covid, et au final, je suis à 30 minutes de Paris. Donc, tu vois, ce qui veut dire, c'est que le paradigme a changé. On veut plus tous être entassés dans des grands immeubles, etc. Et donc, nous, on était déjà là. Donc encore une fois, ça nous pousse à innover. Ça, c'est clair. Il y a des territoires qu'on explore aujourd'hui qu'on n'aurait peut-être pas exploré il y a 2-3 ans. Mais on reste agile. Donc tu vois, au final, c'est juste pour Mehdi Monarchie que ça devient plus compliqué parce que lui, il va cavaler un peu plus dans tous les sens et peut-être un peu plus loin du bureau. Mais on maintient le même niveau de standard. Et puis en plus, j'ai beaucoup de clients aussi qui veulent faire des choses peut-être un peu moins exotiques, un peu moins rentables, beaucoup plus passives, en location traditionnelle, menu meublé, dans des choses plus proches. Et avec une expertise, avec un potentiel de plus-value intéressant à long terme. Ouais. Je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas de boule de cristal. Mais en fait, ce qui est cool avec l'Île-de-France, c'est que tu peux justement avoir tout type de territoire au sein d'un territoire finalement concentré. Fin fond du 77, tu vois, c'est pas le 9-3 à Aubervilliers. Donc il y a vraiment et même la zone où, malheureusement, je n'ai pas pu aller à Tompo, mais la zone où tu habites, je suppose que c'est aussi plus rural entre guillemets que la première couronne de Paris, tu vois. Ouais, c'est clair. Non, mais ça semble. Tu y habites et c'est cool. Ouais. Donc, tu vois, il y a des gens. Si toi tu y habites, tout le monde peut y habiter. Donc tu vois, ce que je veux dire, c'est que en fait, il y a une telle diversité en Île-de-France de territoires, de villes, de typologies de locataires qu'il y aura toujours du travail. Yes, ok. Alors justement là-dessus, il y a une question de Raw Trend Following, c'est son nom sur Twitter, qui posait une question par rapport à ton offre en fait sur revenu locatif où tu revendiques un peu les 7% de rendement minimum garanti, enfin pas garanti, hein, attention, on est d'accord, mais minimum en tout cas sur ce que tu as fait. Il voulait savoir en fait en termes de transparence, si tu peux expliquer en fait comment tu calcules ce rendement et si finalement et on en a un peu parlé par rapport à comment tu comptes encore y arriver malgré les contraintes, peut-être aller plus loin, peut-être. Mais tu vois, il y a aussi la hausse des matières premières qui rentre en ligne de compte. Est-ce que tu te sens encore confort de proposer ça aujourd'hui aux clients, 7% comment tu y arrives, quoi? En fait, chez Revenu Locatif, on a 3 offres, enfin on a 3 typologies de projets. On a des projets que je qualifierais avec un rendement modéré, qui font du 3-5%, qui sont très clairement Paris Intramuros, c'est la toute première couronne d'Île-de-France, enfin toute première couronne. Et on a
pas mal d'investisseurs qui choisissent cette typologie d'actifs, qui sont des investisseurs souvent plus patrimoniaux, des expats, des gens qui n'habitent pas toujours en Île-de-France ou qui n'habitent pas du tout même en France. J'ai souvent des investisseurs du Golfe, qui travaillent dans le Golfe, et souvent des Français expats qui choisissent ce type d'investissement, qui sont extrêmement sécures pour eux et qui peuvent justement, dans lesquels ils peuvent investir des fonds, de l'apport et des fonds perso. Ensuite, on a une autre typologie de projets qui sont des projets que je qualifierais d'équilibrés, c'est du 5-7% de rendement. Et donc effectivement, là, on est sur la première, voire deuxième couronne, et c'est toujours de la location nue, de la location meublée aussi. Et après, on a les fameux 7% qui sont dans la deuxième, voire troisième couronne quand on parle de location nue ou de location meublée. Et 7% plus, donc 8, 9, rarement au-dessus de 10 pour la colocation et l'éco-living. Donc en fait, le rendement, il est aussi très lié à la méthodologie d'exploitation. Si tu fais de la location nue, de la location meublée, tu seras plus proche des 7, voire en dessous. Si tu fais une location ultra dynamique, tu seras sur du 8, 9, 10. Après, il faut bien faire attention à ce qu'est quoi le rendement. Effectivement, nous, chez Revenu Locatif, c'est très simple, on parle de rendement brut. C'est-à-dire qu'on prend les loyers annuels, charges comprises, donc loyer charges comprises fois 12, divisé par le montant total de l'acquisition, IMO, travaux, frais de notaire, frais revenus locatifs, etc. Ouais, commission et tout ça, ouais. Okay. Ouais. Donc c'est le montant total du projet, c'est le montant annuel perçu, donc le loyer annuel divisé par le montant total du projet. Et donc ça, on arrive à un rendement, et ça s'appelle le rendement brut. Ok. Et ça, donc du coup, la hausse des matières premières notamment, ça te fait pas revoir un peu ton offre à la baisse aussi? Tu arrives à le gérer, tu le vois, comment ça t'impacte? Très vite, on est des investisseurs pragmatiques. Et donc, ce qu'on a toujours essayé de faire, c'est de standardiser et d'automatiser au maximum l'entreprise en elle-même, c'est-à-dire qu'en interne, on essaie de réduire le coût à tout niveau, justement pour être compétitif. 2, c'est qu'on a même, fait la même chose avec nos fournisseurs et nos partenaires qui font les travaux. Et en fait, le sujet, tu vois, c'est que, encore une fois, nous, on fait des projets de rénovation totale, et donc il y a beaucoup de matières premières à acheter. Sauf que, c'est pas un secret industriel, mais on a extrêmement standardisé notre offre de travaux. On a 6-8 ambiances qui sont sélectionnables par l'investisseur. Pour l'investisseur, d'un point de vue extérieur, elles sont extrêmement différentes, mais la réalité, c'est qu'il y a 80% des matériaux qui sont les mêmes. Et donc ça nous permet justement de maintenir sous pression les prix parce que nos prestataires peuvent acheter en série. Ils savent très bien et vu le volume qu'on a, ils savent très bien que même s'ils stockent telle ou telle matière et qu'ils négocient avec le fournisseur des délais de paiement, des délais de livraison, parce qu'ils achètent en grosse quantité, ça sera utilisé. Et donc, et surtout que nos références sont des références standards que tu peux trouver dans n'importe quel magasin de bricolage ou dans n'importe quel fournisseur de matière. Et donc, ce qui fait que, tu vois, moi, je suis pas attaché à la référence numéro 456B de chez Porcelanosa. Celle-là, si elle est en rupture ou si elle augmente, ça te met dans la difficulté. Par contre, on a un ton, c'est un ton. Et donc, ce ton-là, tu peux le retrouver dans tous les magasins et surtout, c'est interchangeable. Donc, tu peux profiter. Et donc, même si tu vois, demain, notre partenaire travaux, il va faire ses courses à Leroy Merlin, je te donne un exemple, et qu'il voit qu'il y a une vente flash sur un carrelage qui est extrêmement similaire à ton, voilà, il peut l'acheter. Il peut l'acheter, le stocker, l'utiliser plus tard. Et c'est cette flexibilité qui fait qu'en fait, on arrive à mettre sous pression les prix des rénovations et donc à impacter marginalement le cash flow. Mais encore une fois, il n'y a pas de secret, quand tout augmente de 30%, même si jamais on est très efficient en interne, il y a des impacts. Malgré tout, et quand tout le monde est en train de tirer la langue, etc. Tu vois, nous, avant, on facturait à 8,4% du montant total du projet, et c'est ce que tu as payé, cher Paco, mais maintenant, c'est 5% du montant de l'IMO. C'est-à-dire qu'en fait, pendant que tout le monde est en train de souffrir sur les prix, etc., nous, on s'est même permis de baisser notre rémunération parce que justement, on a atteint un volume qui nous permet de payer nos frais fixes, et 2, une organisation interne extrêmement fluide, extrêmement optimisée, parce que c'est ça aussi, tu vois. Nous, on est 12 chez Revenu Locatif, et il y a un comptable, on a un archi, on a une chef de projet digital, on a des chasseurs et moi, et des bizdev qui répondent au téléphone. Donc on est 12 chez Revenu Locatif, mais cette année on va faire 100 projets. Ouais. Tu vois, et donc c'est ça aussi la force, c'est qu'on arrive à faire énormément de projets
avec une équipe finalement restreinte. Pourquoi? Parce qu'on est extrêmement bien optimisé et organisé. Après, je veux pas faire trop de pub pour revenu locatif, etc. Tu vois, mais c'est ça en fait qui fait que on arrive à pressionner tous ces. Ouais, non, j'imagine qu'il n'y avait pas de secret. Tu faisais pas un cadeau forcément en prenant sur ta trésor. Si tu baisses les prix, c'est que tu arrives à être plus efficient d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc ça, c'est cool. Exactement. Non, c'est cool. Et un truc tout bête, on n'a pas de budget marketing pour l'instant. Donc on paye pas Facebook, on paye pas Instagram, etc. Et c'est ça en fait le truc, c'est que quand tu payes le coût d'acquisition de ton lead, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, etc. Il est extrêmement élevé parce que tu fais des pubs dans le métro, tu fais des pubs sur Insta, Facebook, tu passes à la télé, machin. Moi je fais pas ça. J'ai un podcast, un grand podcasteur qui parle de nous, tu vois. Et surtout en fait sur Revenu Locatif, c'est que comme on fait des bons projets, la recommandation est extrêmement forte. Donc c'est ça en fait qui nous permet justement d'optimiser. Mais encore une fois, tu vois, je préfère qu'on parle d'IMO plutôt de l'organisation de la boîte. Ouais. Mais, ouais. Non, bah c'est cool. Justement, dans les perspectives un petit peu, alors je sais pas si c'est un secret, mais je crois que tu veux sortir d'Île-de-France un petit peu. Et là, du coup, me pose la question, et ça peut être intéressant pour les investisseurs qui sont aussi en province et autres, parce que toi, du coup, tu étais spécialisé en Île-de-France, tu te mets sur la province. C'est intéressant d'avoir aussi ton regard par rapport aux choses qui peuvent te permettre d'être quand même rentable, les trucs que tu as vus peut-être qui te permettent d'être un peu plus confiant, de proposer des choses là-bas. Et est-ce que, en te laissant juste répondre à la question, et pour les gens qui sont sur le chat en Insta, est-ce que vous pouvez juste me dire, vous qui êtes sur Insta, si vous investissez ailleurs, peut-être mettre le département d'où vous investissez, si vous investissez comme ça, on sait si on parle qu'il y a des Parisiens ici sur le live ou s'il y a des gens un petit peu ailleurs, mais je te laisse répondre, Kevin. En fait, déjà, effectivement, moi je suis un grand fan, je suis un investisseur et je suis un pourvoyeur de projets en Île-de-France. Mais aussi bizarre que ça puisse paraître, je suis né dans l'Aisne, à Chauny, dans le 02. Tu vois, donc toute ma famille est là-bas. J'ai aucun problème au fait d'investir en Île-de-France. C'est juste que au début, tu te laisses un croissant truc, tu investis où tu connais, tu investis où c'est près de chez toi, tu investis où tu as des apporteurs d'affaires qui sont performants, et tu investis là où tu as des sociétés de travaux qui sont fiables et que tu peux piloter à distance sans trop de complexité. Effectivement, notre volonté maintenant qu'on a atteint cette aisance opérationnelle en Île-de-France, c'est d'aller justement en province à terme. Et donc dans les régions françaises qui sont elles aussi extrêmement intéressantes en termes d'investissement immobilier. On est 60 ou 110 millions d'habitants en France, il n'y en a que 20 millions qui habitent en Île-de-France. C'est-à-dire qu'il y a 50 millions qui n'habitent pas en Île-de-France. C'est-à-dire que 2/3 du marché, 2/3 des habitants, 2/3 des projets n'étaient donc pas adressés jusqu'à présent. Et donc nous, notre ambition, c'est effectivement de sortir de l'Île-de-France, parce que en fait, tu vois, moi, je suis assez surpris de voir que, par exemple, personne ne communique sur ces histoires de rénovation énergétique dans notre industrie. Et tu sais, chez Revenu Locatif, on est tous issus des banlieues, on est tous issus, pour l'instant, de la diversité, et surtout, on a tous eu ces problématiques de logement, que ce soit dans nos familles ou pour nous-mêmes, où, on n'arrivait pas parfois à trouver des logements décents, deux, on a eu des difficultés de louer parce qu'il y avait trop de gens, trop de compétition, et donc nous, nos dossiers ne passaient pas. À tort, des fois, les gens pensent que c'est du racisme, mais c'est juste qu'en fait, on avait des dossiers claqués, faut dire la vérité. Et donc, maintenant qu'on est passé de l'autre côté de l'appareil, on s'en rend compte que nos dossiers n'étaient pas toujours très bons, et donc les dispositifs de garantie loyer impayés, etc., ont réglé le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que ce problème-là, il est pas que en Île-de-France, il est partout. Et les 5 millions de passoires énergétiques, elles sont pas en Île-de-France, elles sont partout. Et donc, tu vois, nous, notre ambition, effectivement, ce sera toujours de faire des projets dans les périphéries. Et donc, on va peut-être aller à Lille, on va aller à Lyon, on va aller à Nantes, on va aller dans tout un tas d'endroits. Mais le jeu est un peu différent, souvent en région, parce que en Île-de-France, tu vois, c'est l'hypercentre qui est très, comment dirais-je, prisé. C'est là où les classes supérieures habitent, alors que souvent, en dehors de l'Île-de-France, elles sont plutôt dans les périphéries. Et souvent, le centre-ville est habitué par les classes populaires. Et donc, tu vois, nous, ce qu'on veut faire, c'est répliquer effectivement le modèle Revenu Locatif qui a fonctionné en Île-de-France ailleurs. Mm-hmm. Après, je ne peux pas te dévoiler tous mes secrets ici, c'est la compète, et donc il y a d'autres sujets, mais effectivement, on a déjà réfléchi à la future organisation, et peut-être que je te raconterai une bonne nouvelle au mois de septembre, mais il y a des choses qui vont fondamentalement changer, en tout cas j'espère à la rencontre. Ouais, parce que... Ouais, ok.
Non, parce qu'on se dit quand même que en province, si tu y vas, enfin, tu vois, entre temps aussi, même entre le moment où on s'est parlé la dernière fois, il y a 1 an et demi, et aujourd'hui, le marché aussi, c'est quand même à changer. Tu vois, il y avait un prestataire national d'Invest clé en main. Il y en a énormément maintenant qui ont bourgeonné. Donc, tu vois, le fait que tu y ailles là-bas, c'est que forcément, tu as trouvé. T'as trouvé un petit angle d'attaque, mais effectivement, si tu veux garder en fait, ça. L'angle d'attaque, il est très très simple. Après, il y a des choses que je peux pas te dire aujourd'hui, mais l'angle d'attaque est très simple. C'est que, en fait, il y a 1 200 000 transactions immobilières par an en France. En tout cas, c'est ce qui s'est passé en 2021. Environ 30%, c'est de l'investissement locatif. C'est-à-dire qu'il y a 360 000 ventes pour faire des investissements locatifs par an en Île-de-France. Quand tu vois un acteur comme, que j'aime beaucoup, un promoteur qui s'appelle ICAD, ICAD fait 6 000 logements par an en moyenne, tu vois. Donc des gros promoteurs, il n'y en a pas 50 000. Ça veut dire qu'en fait, déjà, et le neuf, c'est à peu près 30% ou 40, c'est 30 ou 40% du montant total des transactions, et ça décline. Ça veut dire que, tu vois, au début des années, en 2001, je regardais les chiffres il n'y a pas longtemps, on faisait 900 000 transactions immobilières, 450 000 transactions dans le neuf. C'était vraiment moitié-moitié. Aujourd'hui, c'est donc 1 200 000 pour 400 000 euros, 400 000 à peu près transactions dans le neuf. C'est-à-dire que maintenant, on est 1 tiers neuf, 2 tiers ancien. D'accord ? Et il faut aussi savoir, alors je suis désolé, je te perds dans les chiffres, mais il y a 20% des transactions immobilières neuves qui sont à vocation locative, 80% c'est de la RP. Tu vois ? Donc si jamais on considère que tu as 360 000 transactions immobilières dans le neuf, investissement locatif, et donc après 90 000 qui sont du neuf, c'est-à-dire qu'il y a donc 270 000 transactions dans l'ancien. Pourquoi je te raconte tout ça ? C'est que même s'il y a un acteur très puissant qui vient en clé en main ou je sais pas quoi, et qui fait 5000 transactions immobilières par an, ce qui est énorme, tu vois, énorme. Ça sera juste 1 ou 2% du marché qui sera adressé. Mon deuxième point, c'est que pour gérer 5000 chantiers, tu vois, un promoteur comme ICAD, c'est 6000 logements par an, mais quand ils font un projet, il y a 200 ou 300 logements au même endroit. Et donc, ça veut dire que quand tu as 5-6 000 logements que tu vends, et donc 5-6 000 chantiers à gérer, c'est une complexité opérationnelle dingue, tu vois, dingue. À un moment, tu as 3000 chantiers en même temps dans 3000 adresses différentes, tu vois, c'est fou. Ça marchera pas, pour être honnête. Moi, je suis persuadé que ça marchera pas, c'est-à-dire que ces super gros acteurs ne pourront pas continuer à délivrer une qualité de prestation qui soit effectivement suffisante pour satisfaire un investisseur lambda. Ou ce sera que des projets extrêmement simples, coup de peinture, changement du parquet, terminé, ameublement. Et en fait, il est là le truc. Le gros élément différenciant, c'est que moi, j'ai pas la prétention de vouloir faire 5000 transactions à l'année. Tu vois. Si un jour j'en fais 1000, déjà, ce sera le nirvana. Mais surtout, moi, je veux faire 1000 projets complexes, 1000 rénovations profondes. Et elle est là la différence, c'est que nous, on fait que des gros projets d'investissement avec des rénovations profondes, parce que nous-mêmes, on est des investisseurs. Et on sait qu'en termes de comment dirais-je, et encore une fois, je veux pas que ton podcast soit l'apologie de revenu locatif, mais pour un investisseur, pour que le projet il soit intéressant, souvent ce qui fait la victoire ou la défaite dans un projet, c'est la fiscalité. Et le problème, c'est que la fiscalité, elle t'attaque quand tu n'as plus de déficit foncier ou quand tu n'as plus d'amortissement. Et qu'est-ce qui fait que tu crées du déficit foncier justement pendant ces 5-7 années intéressantes, ou de l'amortissement intéressant? C'est les travaux. Plus tu fais des travaux de rénovation importantes, plus tu fais des travaux, le coût des travaux est élevé, la dépense au niveau des travaux est élevée, plus tu vas avoir versus le montant de l'immobilier. Tu vois, si jamais tu as un mix 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers IMO, 1 tiers travaux, tu vas être à l'abri de l'imposition immobilière pendant très longtemps, 5-7 ans. Et ça se trouve, tu vas revendre ton bien immobilier, tu n'auras jamais payé d'impôt. Et c'est ce qui se passe pour moi. Tu vois, parce que j'ai jamais payé 1 euro d'impôt sur mes projets IMO, remis dans les CILIS. Et encore, elles sont même pas, jamais. J'ai toujours été en déficit. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est ça en fait de faire des travaux. Et donc quand on fait des projets coup de peinture ameublement, où tu as 5 000 euros au total de travaux, ça ne marchera pas. L'investisseur il va se faire éclater fiscalement très très rapidement. Et donc ce qui fait que quand tu fais plusieurs centaines, voire milliers de projets en parallèle, tu peux pas faire des projets complexes. Et ben nous, notre ambition, ça va être d'être peut-être un plus petit acteur, tu vois, mais qui va faire des projets complexes qui seront bons pour les investisseurs, parce que nous, on est des investisseurs. Et c'est ça, en fait, notre élément différenciant. On fera gagner 2, 3, 4 lettres sur le DPE. C'est ce qu'on fait tout le temps chez Revenu Locatif.
Et c'est ça. Et là, tu as un impact. Et au-delà d'avoir tu vois, Adam Smith, la main invisible, c'est effectivement le côté greedy des humains qui fait avancer la société. Moi, j'y crois fort. Parce que moi, je suis pas l'ayatollah de la rénovation ou l'ayatollah de l'investissement locatif ou l'ayatollah d'investir en banlieue. Je crois vraiment que si jamais on est des bons investisseurs, nous, les investisseurs, on est bons, on va effectivement pouvoir faire la différence. C'est pas l'État qui va rénover le parc immobilier, tu vois. C'est les investisseurs. Et les investisseurs peuvent le faire en faisant des bons travaux, des travaux importants dans les biens qui en ont besoin. Et c'est ça, en fait, qui va... Regarde, aujourd'hui, il va faire 40 degrés en Île-de-France. C'est un délire. Pourquoi ? Parce qu'il y a toutes ces histoires de gaz à effet de serre. Alors, encore une fois, moi, je suis pas un écolo converti, tu vois. Je suis pas... Mais moi, je suis un capitaliste, mais... Pragmatique, moi, quoi. Je suis Réaliste, pragmatique. quoi. Ouais. Voilà, réaliste. Ça veut dire qu'effectivement, si jamais on fait des travaux de rénovation intéressants, on gagne de l'argent. Et en plus, ça fait du bien à la planète et ça fait du bien aux gens. Tu vois, j'avais pitché ça la dernière fois et j'en parle un petit peu dans mon livre. Mais regarde mon banlieue, parce que moi je suis en banlieue, mais à Trappes, là d'où je viens, j'étais cadre, je gagne de l'argent, je commence à me faire des amis qui sortent du quartier. Je peux pas les inviter à Trappes. Je peux pas les inviter à Trappes parce que quand ils vont venir à Trappes, ils vont regarder, ils vont se dire, oh, ils vont avoir peur. Pourquoi ? Parce que les logements sont claqués, parce que l'offre commerciale n'est pas bonne. Et donc, tu vois, quand tu es un cadre, moi, je voulais rester à côté de ma famille, je veux vivre à côté de mes proches. Tu vois ce que je veux dire ? Ben non, je suis obligé de partir, je suis obligé d'aller dans un autre territoire pour avoir une vie sociale qui correspond maintenant à mes nouvelles aspirations économiques comment dire, amicales, professionnelles, etc. Donc, je vais ailleurs. Ce qui fait que chaque année, tu as une fuite de cerveau et une fuite de portefeuille dans les quartiers. Et donc, ce qui reste en place, c'est quoi ? C'est les gens qui n'ont pas le choix, les nouveaux arrivants qui ne comprennent pas encore comment ça fonctionne en France, etc. Les gens qui sont en situation d'échec ou certains relous qui passent à la télé et qui font connaître défavorablement le quartier. C'est ça en fait le problème, tu vois. Et moi je suis persuadé, chez Revenu Locatif, on n'en parle pas tous les jours, mais nous on est persuadé que ce qu'on fait c'est bien, et ce qu'on fait c'est que c'est même un facteur de stabilisation sociale au sein des quartiers, et c'est pour ça qu'on avait attaqué au début les banlieues, parce qu'on venait de banlieue, et parce qu'en fait ça faisait du bien aux gens d'avoir des logements décents. Et tu vois, si ces gens-là qui partent, ils restent sur place, eh ben, ils vont participer activement à la vie de la cité. Et quand je te parle pas de la cité, c'est pas au sens de la cité, le quartier, mais au sens de la cité, au sens grec, romain, ils prendront des responsabilités associatives ou politiques. Et en fait, c'est ça, en fait, tu vois, pour moi, qui est aussi profond, c'est que nous, on a un but personnel, on n'en parle pas toujours, mais effectivement, c'est aussi un sujet qu'on veut aborder qui a encore un effet, on va dire, papillon ou domino de notre action. C'est que un jour, si on a une puissance de frappe qui nous permet d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort, on pourra peut-être changer localement certaines trajectoires. Tiens. Ouais, non, j'aime beaucoup ça et c'est cool de repréciser parce que c'est vrai qu'on en parlait aussi quand on discutait un peu dans nos conversations et il y avait toujours cette dimension que je trouvais intéressante, un peu plus grande finalement que toi, ton parc IMO, ton parcours à toi, qui est un peu cette stratégie de un petit peu redistribuer les cartes en termes de logement dans les quartiers défavorisés, quoi. Exactement. Après, encore une fois, moi je te parle des quartiers, mais c'est la même. Tu sais, il y avait une chanson d'Arsenic qui disait c'était partout la même, tu vois. Il citait toutes les villes d'Île-de-France. Et il citait aussi des villes de province. Tu vois, en fait, ce modèle, il se réplique partout. C'est ok, certes, en Île-de-France, parce qu'on a commencé par là, mais ça peut être dans la banlieue de Lyon, dans la banlieue lilloise, à Roubaix, à Angers, tu vois. On a vu encore un vieux fait divers à Angers dernièrement. Enfin, tu vois, tout ça peut se répliquer partout et ça peut faire du bien à tout le monde partout, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, à un moment, on va sortir de l'Île-de-France pour attaquer aussi le marché national parce que, tu vois, j'aimerais avoir à terme un impact sociétal au-delà de gagner de l'argent, etc. Parce que, et après, j'en arrête de parler de moi, mais j'ai suffisamment de cash flow, suffisamment de patrimoine pour ne pas travailler depuis longtemps, tu vois. Et souvent, les gens me disent, mais pourquoi tu continues à travailler ? Pourquoi tu vas pas planter des choux, des carottes ou traîner sur la plage ? Ouais, mais le sujet, c'est qu'en fait, et c'est ça que je dis souvent à mes clients, c'est que tu veux être indépendant financièrement, c'est bien. Tu veux mettre à l'abri de ta famille, c'est bien. Le problème, c'est que... Enfin, le problème, en fait. Le vrai problème, c'est que ce processus est long. Et ce processus te change intégralement à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, tu deviens un entrepreneur. Tu deviens quelqu'un qui commence à... Tu vois, je veux dire, le Paco d'il y a 3 ans et le Paco d'aujourd'hui, c'est pas le même. Tu as rencontré, je sais pas, c'est ton quasiment 100e podcast, je pense, t'en as fait je sais pas combien. Comme je te l'ai dit la dernière fois, tu as fait une espèce de MBA, personnel MBA sur 1 an et demi. Ce qui fait qu'en fait, toi, à la plage, c'est fini. Tu n'iras plus jamais sur une plage à glander. Et en fait, toutes les personnes qui sont vraiment investies dans l'immobilier, ça les change en fait à l'intérieur. Ce qui fait qu'en fait, à un moment, au-delà de... Tu vois, c'est la pyramide de Maslow. Tu t'es mis à l'abri,
tu as la reconnaissance de tes proches, et maintenant tu veux l'estime de toi, tu vois. L'estime de toi, tu l'as comment? En faisant des projets impactants. Et en fait, tu vois, c'est ça maintenant que moi je suis là, tu vois. Je suis à ça. Et puis tu sais, j'ai créé une boîte, là j'ai 12 employés, demain j'espère que j'en aurai 50, mais au-delà de ça, il y a toutes les personnes qui travaillent sur les chantiers, ça fait 40, 50 personnes, on donne à becter à beaucoup de personnes en fait. Il y a beaucoup de gens qui mangent grâce au revenu locatif et grâce à mes investisseurs, et il y a encore plus de gens qui se logent décemment grâce à ça, tu vois, c'est puissant. Et en fait, moi c'est ça qui me fait kiffer. Yes. Non, justement, et on en vient un petit peu à ton livre qui sort bientôt, là, enfin, qui est sorti en fait, qui s'appelle Enrichi. Et d'ailleurs, ouais, ça m'avait un peu étonné parce que tu étais quelqu'un de plutôt discret et donc tu écrives en fait un bouquin comme ça me paraissait, enfin ça m'avait un peu surpris. Tu peux peut-être expliquer la démarche peut-être de ce livre, est-ce qu'on voilà la démarche du truc. Bah, la démarche elle est triple. C'est que tu vois, alors déjà j'ai pris un titre un peu provoquant, enrichi, tu vois, parce qu'en fait les gens souvent ce qui les drive dans l'investissement immobilier, c'est l'argent. C'est l'argent, on commence tous par là. On veut tous se créer un patrimoine, on veut tous améliorer la situation financière de notre famille, etc. Mais en fait, et c'est ça le premier élément. Mais en fait, la réalité, tu vois, et d'ailleurs, je l'ai à côté de moi, il est là, et je serais ravi. D'ailleurs, tu l'as acheté en plus. Donc, je te l'offre. J'allais te l'offrir, mais tu l'as acheté. Je vais te l'envoyer. Je te ferai une petite dédicace. En fait, je le montre pour les gens d'Instagram, mais en fait, tu vois, les cartons qui sont là, on les a reçus. Il y a les 1000 premiers exemplaires qui sont calés ici, et on les a reçus vendredi dernier. Donc ça va partir cette semaine. On a fait une petite boîte. Enfin, il y a un petit truc, vous allez voir. Il y a un petit. C'est pas juste acheter un livre. On voulait que ça soit un petit objet sympathique et un peu une expérience autre qu'avoir une vieille enveloppe Amazon un peu impersonnelle. Vous verrez, et je vous encourage vivement à l'acheter, bien entendu. Mais 1, c'est que l'immobilier, ok, il faut que ça soit rentable, sûr, et moi j'ai marqué et plus humain. C'est ça en fait mon tagline, c'est l'investissement immobilier plus rentable, plus sûr et plus humain. Je te parlais un peu de ça. C'est qu'en fait, l'immobilier, pourquoi? Certes, ça m'a enrichi personnellement. Et d'ailleurs, dedans, je donne les chiffres, je suis transparent, je donne les chiffres, je gagne combien, c'est quoi mon patrimoine, j'ai combien d'appartements. Mais je dis aussi que à une époque de ma vie, j'ai jamais été aussi fauché de ma vie, entre guillemets, alors que j'étais propriétaire de 20 ou 30 appartements, parce que tous mes sous allaient dans les frais de notaire, etc. Donc tu verras, il y a 3 parties. Une première partie, c'est pourquoi l'immobilier, l'investissement locatif, c'est bon pour tout le monde finalement. Après, il y a une partie un peu plus personnelle. Et je me livre un petit peu, et c'était aussi ça l'intérêt du truc, c'est que je raconte un peu mon histoire perso, donc pas mon enfance et tout ça, mais certains éléments qui ont fait que qui je suis aujourd'hui. Et à la fin, je donne quelques tips justement pour le primo-investisseur pour démarrer dans l'immobilier. Et en fait, 1, c'est qu'effectivement, j'arrivais à un point d'étape où j'avais envie de transmettre quelque chose. 2, c'était aussi une bonne façon pour moi d'expliquer vraiment à ma famille ce que je fais. Tu vois. Et 3, il y avait des questions récurrentes en fait qui venaient soit des questions sur mon parcours, soit des questions liées à l'immobilier en tant que tel, et tout y est, tu vois. Et je pense que encore une fois, pour un débutant, c'est un livre très intéressant parce que là, en plus, je le vends quasiment en prix coûtant, hein, c'est à 9,99, donc frais de port inclus, pour l'instant en précommande, parce que et donc effectivement, si tu lis ça, ça te prend un jour, et je pense que tu en apprends plus que dans certaines formations à plusieurs milliers d'euros vendues sur Internet. Et donc ça, c'est important. D'ailleurs, sur notre blog Revenu Locatif, on a des centaines d'articles gratos qui servent à ça. Et 2, c'est que même pour les investisseurs aguerris, il y a des éléments qui permettent de passer ce fameux plafond de verre quand tu as emprunté 1 million, 2 millions, comment je fais pour aller au-dessus, tu vois. Et on en parle aussi un petit peu. Si jamais ça marche bien, je ferai un tome 2 où là on ira dans les trucs très techniques, etc. Mais tu vois, là c'est un livre et en fait, ça m'a touché parce que tu vois, pour le locatif, c'est pas juste Kevin, c'est toute l'équipe. Et j'avais reçu la version, ça s'appelle un bon à tirer, donc le premier exemplaire du livre. C'était il y a 2 semaines, 3 semaines que je l'avais reçu, j'étais pas au bureau à ce moment-là. Et en fait, en 2 jours, j'ai 3 employés qui l'ont lu. Alors bon, ils ont été payés à lire, hein, je vais peut-être aussi un petit peu les fouetter, mais en fait, ils ont lu le livre, et en fait, ils se sont dit, ah ouais, tu vois, ils ont kiffé, tu vois, ils ont kiffé. Et si jamais eux, ils ont kiffé, je pense que tout le monde kiffera. Et voilà, je suis très fier de l'avoir écrit. Et c'est un peu un point d'étape pour moi, tu vois. C'est un peu un point d'étape pour moi parce que, encore une fois, tu as revenu locatif et il y a aussi l'après.
qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, qu'est-ce que tu veux impacter. Et donc, c'était la première pierre que j'ai posée. Tu vois, je fais pas dans mes vidéos Instagram, je suis pas je suis pas vraiment un personnage public, mais j'avais envie effectivement de transmettre. Et encore une fois, c'est, je pense, un livre qui partage aussi. Tu vois, je parle cash, et dans le livre, je parle aussi cash. Et donc, il y a des trucs qui sont très intéressants avec nous. Ouais, bah écoute, je guette tous les jours ma boîte aux lettres. J'attends que ça arrive, effectivement. Ça part demain. Normalement, on reçoit les boîtes. On devait recevoir les boîtes le 18, on les a pas encore reçues. Mais pareil, on a fait un petit truc un peu spécial sur le sujet. Ouais. Mais je pense que ce sera demain et ça partira demain. Il y a beaucoup de gens qui me disent, je pars en vacances, j'ai toujours pas reçu le bouquin, comment ça se passe? Je me fais un petit peu enguirlander, mais ça arrive, ça. Yes. Cool. Bah écoute, on arrive sur la fin là parce je pensais pas faire 1h30 là, de live, presque quasi. Mais juste deux, trois questions qui sont venues aussi des gens de la communauté. Il y en a une, c'était par rapport à toutes tes activités en termes de productivité, tu vois. T'as été énormément accaparé. Est-ce que tu as des habitudes, toi, positives au quotidien qui te permettent d'être productif, plus performant dans ce que tu fais? Franchement, et au risque de vous décevoir, je suis très mauvais sur ça. Je suis très mauvais parce que, en fait, il y a plein d'entrepreneurs qui font du sport, qui ont des enfants, des femmes, enfin une femme et des enfants, pardon, qui font du sport, qui vont en vacances et tout. Non, moi, j'ai pas tout ça. J'avoue, je suis pas marié, j'ai pas d'enfants, je fais pas de sport. Je dors mal, je mange mal. Donc, je suis pas un exemple, tu vois. Je suis pas un exemple. En fait, je suis totalement dédié à mon travail. Ça crée des problèmes personnels, on va dire. Ouais. Moi, je suis pas un bon exemple pour être honnête sur cette partie-là. C'est l'une des bonnes résolutions que je dois prendre, effectivement, refaire du sport comme avant, 3 fois par semaine, etc. Mais voilà, je suis pas un bon exemple, désolé les amis. Je peux pas donner de conseils sur le sujet. Tu vois. Ouais, pas de problème. Merci de ton honnêteté. Est-ce qu'il y a des gens, du coup, tes mentors, des gens qui t'inspirent au quotidien? C'est aussi une question. En fait, ce qui est marrant, et j'en parle d'ailleurs, et je les cite tous dans mon livre, j'ai eu des mentors successifs. Ça a pu être un grand de mon quartier, ça a pu être un CGP, j'en parle souvent, ça a été des marchands de biens, et j'ai pas de mentor. Parfois, tu sais, les gens ici, Robert Kiyosaki, tout ça, pour moi, c'est un fantôme. Tu sais, c'est pas un mentor pour moi, c'est juste un gars qui a écrit un bouquin. Important et impactant dans ma vie, mais c'est pas, tu vois. En fait, moi, j'ai des petits mentors du quotidien, des gars qui me disent ah ouais, lui, tu vois, pour moi, toi, t'es un exemple pour moi déjà. Je te l'ai déjà dit une fois. Je trouve ce que tu fais, c'est génial. Mais t'es un exemple. Il y a peut-être d'autres gars qui gèrent des boîtes qui m'inspirent, qui sont des exemples pour moi. Et là, j'ai plus de mentor comme j'ai pu l'avoir à un certain moment. Et d'ailleurs, ça me manque, pour être honnête. Parce qu'en fait, comme j'ai été un peu comme ça, j'ai eu des œillères. J'ai pas trop regardé ce qui s'est fait un petit peu à droite, à gauche. Mais voilà, moi, j'ai plutôt des mentors du quotidien, des gens qui m'inspirent et qui m'inspirent sur une tâche ou un pan de ma vie. Tu vois, par exemple, j'ai un ami là qui je vais pas le citer parce que ça va pas l'intéresser, mais il est marié, il a 2 enfants, il a une carrière professionnelle vraiment intéressante dans une start-up, voilà. Et lui, par exemple, tu vois, il y a 3 mois, il monte sur la balance, il fait 110 kilos, il se dit merde, j'ai fait du foot toute ma vie. Allez, du jour au lendemain, le mec il commence à courir 10 km par jour tous les jours. Et il m'envoie ses screenshots fréquemment, tu vois, 10 km, il court à 14 km. Il a perdu 27 kilos en 3 mois, sans vraiment changer son alimentation et tout. Moi, ça m'inspire. Et je me dis, Nabil, si jamais tu te reconnais, ça m'inspire. Et je me dis, bah tiens, tu vois, faut que je fasse ça. Et en fait, c'est plutôt des choses comme ça. Et ouais, là, le sport, pour moi, c'est vraiment important. Il faut que je règle le sujet. La balance commence à s'ouvrir. Non, ouais. D'ailleurs, je te trouve plus svelte qu'une dernière fois. C'est la caméra. C'est la caméra, ok. Ça marche. Ok, ça roule. Cool. Et puis juste dernière chose, parce qu'en réécoutant l'épisode la semaine, récemment, donc on a fait ensemble, tu parlais du crypto, tu vois, et tu disais que t'étais parti sur Celsius, c'était le truc qui a fait défaut là, il y a la semaine dernière. Ouais, t'as pris cher quand même, d'accord. Non, j'ai pas pris cher. En fait, j'avais pas grand chose. En fait, j'avais pas mal profité de Celsius pendant un certain temps. Pendant 6 mois. Après, j'ai changé d'investissement, donc il y avait des cryptos que j'avais, que j'ai voulu. J'ai tradé contre d'autres cryptos, tout simplement. Donc j'avais désinvesti, il me restait à peu près 7000 ou 7500 euros de Ripple
en plus c'était avec un taux à 2,5 tout pourri, tu vois, donc c'était pas vraiment très intéressant. Mais ils étaient là et il s'est resté bloqué là, c'est bloqué sur Celsius. Et donc effectivement c'est chiant, tu vois. Mais encore une fois, moi la crypto, moi je suis nul en crypto. Enfin je sais pas que je suis nul en crypto, j'adore la crypto, j'adore la bourse, mais j'ai des résultats qui sont somme toute assez médiocres, pour être totalement transparent. Et donc ça me passionne, mais je suis pas discipliné, je suis pas assez discipliné. Je suis un joueur de casino, quoi. Je suis pas. Pour être clair, tu vois, on peut pas être parfait partout. Moi, je suis vraiment très bon en IMO et je pense être un entrepreneur décent. Mais en termes d'investissement financier et de crypto-monnaie, à chaque fois que les gens me posent des questions et tout, moi, je ne donne pas de conseils, autre qu'un conseil extrêmement bête, tu vois. Et en plus, j'ai de la chance parce que j'ai acheté un appartement à Montreuil. Et donc, je devais faire un apport de 32 000 euros. Et en fait, c'est ce qu'il y avait sur Celsius quasiment, tu vois. Donc tu vois, j'ai sorti dessus, j'ai balancé ça là-dessus. Ouais. Donc ça m'a coup de bol, encore une fois. Je pense que j'ai une étoile avec moi. Donc ça m'a pas trop fait souffrir. Mais il reste, voilà, 7 500 qui reste une somme considérable malgré tout. Bloqué dessus, on verra bien ce que ça va donner, c'est la vie. Et sinon, tu vois, en termes d'investissement financier, je fais un truc très simple, c'est que j'ai une assurance vie qui s'appelle Nalo, dans lequel il y a un portefeuille sans immobilier et il y a 1 000 euros par mois en prélèvement automatique qui vont sur ça, et voilà, tu vois, je suis à la cool là-dessus. Et tout le reste, je suis très cash, je suis très en cash, comme je t'ai dit, parce que je veux avoir 6 mois de mensualité de crédit de côté, donc j'ai beaucoup de cash ou d'assurance vie en fonds euros basique, tu vois, qui soit monopolisable extrêmement rapidement. Et j'ai un PEA au taquet que j'ai acheté des actions, tu vois, françaises, de grandes actions du CAC 40. Donc là, je me suis pris une petite claque aussi sur le sujet depuis le début de l'année. Mais comme j'en ai pas besoin, j'arbitre pas. Tu vois, ce que j'avais gagné en 2021, finalement, je l'ai quasiment reperdu en 2022. Mais pour moi, ça fait ça, et je sais que c'est bloqué pendant 8 ans, donc je suis pas en stress, tu vois, sur le sujet. Ouais, ça remet pas en cause ton modèle économique en termes de création de richesse, immobilier avant tout, et c'est que périphérique, quoi. Voilà, et puis tu vois, maintenant j'arrive dans une phase où je désinvestis quand même pas mal. Enfin, là, je suis vraiment dans une phase d'arbitrage. Tu vois, demain, je vends un bien, j'en ai vendu un il y a 3 mois, j'en ai revendu un il y a 3 mois, enfin, il y a 6 mois, et je suis déjà en train je me fais refinancer, tu vois, un projet là que j'avais acheté à Lagny-sur-Marne à l'époque, en 2018, sur lequel que j'avais acheté vraiment pas cher du tout. La banque, il me restait 30% du crédit à rembourser. Je m'étais dit, soit je le vends, mais je me fais manger 30% de ma plus-value par l'État à ce moment-là, où je me fais refinancer le projet, donc je rachète le crédit par la banque, par la banque privée qui est ma banque principale, et depuis longtemps, qui a 80% de mes crédits maintenant, et qui, comment dirais-je, qui me refinance à hauteur de 70% de la valeur du bien. Donc in fine, tu vois, j'ai 40% dans la pocket, et ça me permet de clôturer mon compte crédit mutuel, aller à la Bred, je paye pas d'impôts. Tu vois, ça c'est plutôt le genre de truc que j'aime bien faire. J'ai un deuxième projet comme ça en ce moment. Donc je suis en train de solde le crédit, et du coup tu as le cash flow, 100% du cash flow. Non, en fait je solde le crédit, donc crédit mutuel c'est fini. Ouais. Et comme je me refais financer, donc je réemprunte. En fait, il me restait, comme je dis, il me restait à peu près 30%. Le truc vaut 200 000, il me restait un crédit à 65 000 à rembourser, valeur 200. La banque me refinance à 140, donc j'ai un delta de 75 entre les deux. Je rembourse les 65, je clôture crédit mutuel, merci, au revoir. Et je remets tout à la Bred, donc j'aurai un nouveau crédit où j'aurai très peu de cash flow, 100 balles de cash flow par mois, alors qu'avant j'étais plutôt à 400 euros de cash flow par mois sur ce deal-là. Mais sauf que j'ai 75 000 de cash à disposition, qui me permet, tu vois, parce qu'en fait, encore une fois, c'est une histoire d'apport. Ouais. Je mets 30, 35 000 d'apport dans un projet immobilier. Bon, bah, ça me flingue mon épargne, donc à un moment, je suis plus à ces 6 mois de total. Donc, soit tu revends, en fait, il n'y a pas de secret. Et donc, soit tu revends, mais tu payes de la plus-value, soit tu peux te refaire financer là où ton loan to value est très faible, encore une fois. Et donc là, j'avais un loan to value extrêmement faible. Je récupère le delta. Et effectivement, soit je place, mais bon, là, c'est un peu chaud en ce moment, et puis comme je dis, je suis nul avec ça, soit je kiffe ma vie, quoi. Yes. Non, intéressant ce truc-là aussi, ouais, carrément. Non, c'est important. Le refinancement, donc, on n'est pas obligé de vendre pour choper sa plus-value, en fait. On peut se refaire financer. Et
un truc, après je suis bavard, comme tu le sais, mais un dernier petit truc, et c'est important, je ne l'ai jamais dit dans mon bouquin avec ça, mais il y a beaucoup de gars qui vendent leurs biens sans rembourser la banque. Tu vois, il y a beaucoup de biens, beaucoup de gars, des investisseurs qui revendent des apparts, en particulier quand il y a un cautionnement, crédit du logement, SACF, etc. Donc quand c'est en hypothèque, c'est mort. Quand tu vends, tu rembourses ton bien parce que le notaire check. Quand tu as, comment dirais-je, une caution, tu peux, en mode filou, ne pas rembourser. Franchement, et donc tu as 200 000, 250 000 euros de cash. J'en ai parlé avec une investisseuse il n'y a pas longtemps, j'en ai parlé avec un autre investisseur il n'y a pas longtemps. Faut être bon quand même, parce que la mensualité, elle continue à le tomber. Tu vois, tu te fais une espèce d'érosion de ton capital. Si jamais tu vides sur ton capital, ou si jamais tu ne vas pas faire un investissement en marchand ou je sais pas quoi, qui marche surtout, tu vois, qu'il faut que ça fonctionne. Hein. Parce que si tu envoies ton oseille dans une opportunité de marchand et que tu te prends un taquet, ta dette, elle est toujours là, et ta mensualité, donc elle est toujours là, tu n'as plus le cash, et, tu vois, il ne faut pas partir en vacances. Donc, et ça, c'est dangereux. Ouais, tu vois, je vois de plus en plus de gens, et je vois de plus en plus de youtubeurs qui parlent de ça, et qui font la promotion de ça, mais j'en connais déjà quelques-uns qui sont pris, et des gens proches qui sont pris les pieds dans le tapis. Faut faire super gaffe. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu mets toute la responsabilité sur tes épaules. Il n'y a pas un actif qui peut derrière. Là, c'est comme si tu avais un crédit conso, mais sauf qu'il est surboosté parce qu'un crédit conso à 200 000, tu vois, ça se rembourse jamais, à moins que tu fasses une folie. Enfin, à moins que tu fasses vraiment un big deal et que tu arrives à doubler ton capital, et là, ça va bien, sans une épée de marchand. Mais où tu vas à casino, tu mets tout sur le noir, mais tu peux revenir à poil. Donc, ouais, c'est super gaffe, faut faire gaffe. Ça, pour moi, je trouve que c'est très, très dangereux. Très, très, très dangereux. Yes. Bon, écoute, Kevin, merci beaucoup. On arrive sur la fin vraiment là, de l'épisode. Merci beaucoup pour ton temps. Super. Merci aussi aux gens qui sont encore avec nous aujourd'hui, enfin là tout de suite, et qui du coup ont pu profiter des petites pépites qu'on n'a pas forcément tout de suite en général en fin d'épisode, mais avec Kevin, c'est toujours une première. Et c'est cool. Merci beaucoup. Je te dis à très bientôt. Bon courage, bon succès. Je sais que ça va venir de toute façon. Écoute, prends soin de toi et puis surtout continue à nous faire des bons petits épisodes chaque semaine. Je kiffe à chaque fois. Ça marche. Merci à tous. Merci Kevin. Ciao, ciao.